Bien, bonsoir à tous. Alors, peut-être vous pouvez vous avancer. Le beau temps doit inciter à traîner dans les parcs et sur les pelouses. Il y a un peu moins de monde ce soir, mais vous pouvez vous avancer. On sera certainement dans un échange intéressant avec Vincent Comboeil, directeur du Journal des entreprises, pour évoquer la question des médias et de l'information économique. Le Journal des entreprises est un média aujourd'hui bien implanté avec une histoire particulière sur Nantes. On se souvient, je pense un certain nombre se souviennent certainement de l'aventure de l'hebdo de Nantes qui a précédé le JDE. Et dont Vincent Comboeil était partie prenante. Il va sûrement nous en dire un petit mot. Aujourd'hui, le Journal des entreprises, c'est un réseau national d'une vingtaine d'éditions, 19 m'a-t-il dit tout à l'heure, qui est donc né à Nantes et qui s'est développé sur une grande partie du territoire français. Vincent nous avait fait remarquer à juste titre que nous l'avions oublié lors de la publication du fascicule Nantes 2.30 qui recensait les contributions d'un certain nombre d'acteurs des médias locaux. Alors, je ne sais pas si ça peut le rassurer, mais on en a oublié d'autres. Il faut dire qu'il en est de nouveau régulièrement sur Nantes, tant la ville est foisonnante dans ce domaine, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous envisageons de publier un tome 2 à la suite de ce premier exercice. La thématique de ce soir, c'est donc celle de l'information économique. Qu'attendent les entreprises dans ce domaine, mais aussi les citoyens? On a un peu évoqué ça tout à l'heure. Le constat qu'on peut faire, c'est que dans le Conseil de développement, il y a finalement assez peu de membres qui s'intéressent à la question économique. Et donc je lui posais la question tout à l'heure de savoir s'il y avait beaucoup de particuliers abonnés. Il ne semble pas, mais peut-être pourra-t-il préciser les choses. Comment se portent aujourd'hui les médias économiques et notamment le Journal des entreprises? Comment évolue-t-il? Quel est l'impact du numérique sur ces médias? C'est une des questions qui nous intéresse. Comment s'y adapte-t-il? Le Journal des entreprises a une expérience dans ce domaine avec plusieurs sites, je crois, destinés à l'entreprise. Et au-delà de la seule information économique, c'est bien autour de ça qu'on aimerait débattre avec Vincent Comboeil, débattre du paysage médiatique local, de son évolution et des nouveaux modèles économiques justement impactés ou liés au numérique. La question de la production et de la circulation de l'information dans le territoire doit prendre toute sa place dans notre réflexion sur le projet de territoire à l'horizon 2030, et la rencontre avec Vincent est une occasion supplémentaire d'enrichir cette réflexion. Voilà, je vais peut-être passer le micro à Pierre qui anime la délégation justement qui travaille sur ces questions du numérique et des nouveaux médias pour un petit complément. Un petit complément rapide. Bonsoir. Juste, l'idée c'est pas de paraphraser ce que vient de dire Philippe, mais de donner l'occasion de remercier Vincent Comboeil, effectivement, de quand même renouveler l'invitation à participer au tome 2 de notre édition, de l'édition de notre délégation. Juste pour vous rappeler le déroulé de cette intervention, qui sera dans un premier temps magistral et on vous donnera l'occasion d'interpeller directement Vincent Comboeil juste après, pendant un échange d'une grosse demi-heure, 3/4 d'heure. Et pour vous dire qu'effectivement, la presse économique au Conseil de développement, on est attaché à réfléchir aux questions des médias, de circulation de l'information sur les territoires, et que la presse économique a cette particularité d'être du coup éminemment liée aux évolutions du territoire, puisque l'économie est le nerf de la guerre, j'ai envie de dire, de pas mal d'actualités. Et je ne vais pas en dire davantage et vous laisser la parole. Merci beaucoup. Merci de votre accueil et de ces mots d'introduction. Il y a effectivement beaucoup de choses à dire sur tous les thèmes que vous avez évoqués. Je ne sais pas si on arrivera à tout dire, mais on essaiera d'ouvrir quelques pistes. Ce que je vous propose, on va commencer par la récréation, c'est pas très normal, mais on va commencer par un tout petit clip
qui va vous permettre de visualiser un peu ce qu'est le journal des entreprises. Ensuite, j'aborderai plus le fond des choses. Donc, on va commencer juste par le clip et puis après, on enchaîne. Vendre, entreprendre, produire, manager, innover. Être chef d'entreprise, c'est un métier exigeant. C'est pour ça que depuis 2007, le réseau du Journal des entreprises est un compagnon de travail qui met la force de son équipe de journalistes au service de votre entreprise. Destiné aux dirigeants et cadres, le Journal des entreprises est proche, utile, positif, crédible, sur le papier comme sur le net. Le Journal des entreprises est d'abord un journal de proximité qui donne à ses lecteurs des repères sur leur environnement proche. Et dans un monde de plus en plus mouvant, l'information est cruciale. Le Journal des entreprises apporte un regard précis et pertinent sur l'économie et les entreprises locales parce qu'il est en permanence au cœur des entreprises dans les régions françaises pour suivre leur actualité. Et puis, les dirigeants, les décideurs, tous vos interlocuteurs s'expriment dans le Journal des entreprises. C'est un véritable atout pour assurer une veille, rester à l'affût des opportunités et comprendre les tendances. Aujourd'hui, vous pouvez retrouver les 600 pages d'informations produites chaque mois sur un site internet moderne, interactif et multimédia. Pour une info économique de terrain, concrète, fiable, pour une analyse fine de votre environnement proche, qui vous aide à comprendre ce qui se passe dans le monde, lisez le Journal des entreprises. Avec 120 000 exemplaires diffusés chaque mois, 40 journalistes, 22 éditions départementales, le Journal des entreprises est le premier réseau d'information économique en région. Voilà, alors, s'il y avait ça, vous n'êtes pas lecteur du Journal des entreprises, c'est que ça va pas. Alors, on va fermer ça et puis on va démarrer. Alors, ce que je vous propose, si j'y arrive, je suis pas un pro de ce genre de truc, moi. Et voilà, tout simplement. Donc voilà le sommaire. Je vais me présenter rapidement. Ensuite, je dirai ce qu'est le Journal des entreprises, donc ce concept qui est né, comme on l'a rappelé, à Nantes et qui a essaimé dans toute la France. Je dirais donc un mot du groupe Telegram dont nous dépendons directement, donc un groupe breton. Hein. Après, on abordera l'économie et la presse et l'économie, l'entreprise et les journaux. Une relation qui n'est pas toujours facile. La presse économique en région et puis la presse économique demain, hein, avec le web et toutes les évolutions qui se feront. Et puis bien sûr, j'attends vos questions. Je pense qu'on est en intimité, donc on va pouvoir aborder ça autant que faire se peut. J'essaierai de répondre à toutes vos questions. Alors, une petite présentation. Donc, je suis né à Nantes il y a 53 ans. Donc, je suis nantais. L'expérience que j'ai développée, pas tout seul, mais avec le Journal des entreprises, c'est quelque chose qui est issu de Nantes quand même et de mon expérience nantaise et en partie nantaise. Alors oui, donc petite précision, je suis pas directeur, je suis directeur des rédactions, soyons modestes. Je m'occupe des rédactions du Journal des entreprises. Voilà. Ma formation, c'est un bac, une année de droit et puis un démarrage dans le commercial. C'est pas du tout ce qu'il faut pour démarrer dans la presse. Ne conseillez pas ça à vos enfants. Mais bon, c'est comme ça. Donc j'ai fait un parcours dans la presse locale, donc La Manche Libre. J'étais seul en poste à Avranches, donc un hebdo local. Lyon Républicaine, à Auxerre. Là, c'est un quotidien départemental où je me suis occupé d'abord de local à l'agence d'Auxerre et ensuite on m'a confié la création d'un supplément économique pendant, ça a duré 2 ans. Je suis, alors une étape dont je reparlerai après, je suis revenu à Nantes à l'époque pour lancer le Nouvel Ouest qui existe toujours. Je suis ensuite passé à l'Hebdo de Nantes, on l'a rappelé tout à l'heure, et on a transformé l'Hebdo de Nantes en Journal des entreprises en 2003. Alors, j'ai fait 2 incursions dans la communication pour vous compreniez mon parcours un peu. Donc à la mairie de Nantes, de 83 à 84, j'étais au service com, tout simplement chargé de com à la mairie de Nantes.
Le temps de m'apercevoir que la com c'était bien, mais que le journalisme c'était mieux. Donc je suis parti en journalisme et quelques années après, je suis revenu quand même dans la com. J'étais responsable de la com en fait du Conseil régional de Bourgogne. Voilà. Une expérience intéressante, mais là encore, je suis revenu à mes premiers amours, le journalisme. Alors, le journal des entreprises. Donc, comme on le disait, c'est né à Nantes en 2003. Alors, Philippe l'a rappelé tout à l'heure. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'épisode de l'Hebdo de Nantes. L'Hebdo de Nantes est un hebdo généraliste et grand public qui a été créé par le groupe Telegram en 99. Ils ont essayé d'exister à l'époque. On parlait déjà du rachat de Presse Océan par Ouest France. Et le groupe Telegram s'est dit, tiens, dans notre idée de conquête et d'expansion, Nantes apparaît évidemment comme une zone importante. Et est-ce que ce serait pas le moyen de... Voilà, il y a peut-être une fenêtre de tir. Bon, il se trouve qu'à l'époque, le rachat de Presse Océan ne s'est pas fait, pas tout de suite. Et ils se sont retrouvés encore avec 2 quotidiens généralistes en phase 2. Donc ils ont fait quelque chose qui était tout à fait honnête à l'époque. Ils vendaient 4 à 5 000 exemplaires par semaine, ce qui n'était pas du tout ridicule. Mais ce n'était pas suffisant pour vivre parce que le marché publicitaire n'était pas extensible à l'infini face à 2 quotidiens généralistes. Donc voilà. Donc le groupe Telegram s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait de ce journal qu'on a sur les bras Ils avaient essayé de plein de formules, un peu ceci, un peu cela, un peu parfois sensationnaliste. Alors à chaque virage rédactionnel, ils perdaient des lecteurs au tournant. Alors, il a fallu trouver autre chose et ils disaient soit on arrête, mais c'est quand même gênant. Et une autre idée est arrivée. Alors moi j'étais arrivé entre-temps en 2002, à l'époque de l'Hebdo de Nantes, et compte tenu de l'expérience que j'avais, on s'est dit tiens, mais après tout, créer un journal économique local. Le groupe sait faire du local, le groupe Telegram, c'est bon. La presse économique, ça existe. Est-ce qu'on n'arriverait pas à marier quelque chose entre le local et l'économique ? On va en reparler tout à l'heure de ce qui existe dans les régions, mais après tout, un journal local économique, il n'y a pas beaucoup d'exemples en France. Enfin, quelque chose qui nous ressemble à nous, il n'y en a pas vraiment. Donc voilà, l'idée a été lancée. Le temps de réfléchir à tout ça. Donc on a démarré en janvier 2003. On a balayé d'un coup en une semaine l'Hebdo de Nantes. Ça a été brutal pour les lecteurs, mais il fallait créer un choc en fait pour voilà. Et donc on a créé alors ça s'est appelé un temps l'Hebdo, l'actualité des entreprises. On est resté hebdo. Enfin je passe sur les détails, mais voilà. Au bout de 6 mois, on est passé mensuel, on est devenu journal des entreprises, dans l'optique justement de créer un journal national. Parce que dès le départ, on s'est dit, si ça fonctionne à Nantes, c'est un concept qui devrait pouvoir être exportable ailleurs. Voilà, on est donc parti étudier en 2003, janvier 2003, on démarre. On a ajusté un peu le tir, on s'est cherché un tout petit peu pendant quelques mois, voilà. Et puis, en 2005, on a créé l'édition du Finistère. Alors, Finistère, pourquoi ? Parce que notre maison mère, le Telegram, est basée dans le Finistère, donc c'était proche de la maison mère, donc c'était plus facile à gérer. Puis ensuite, l'année d'après, on a créé l'Ille-et-Vilaine. Là encore, on était dans l'Ouest. Et puis, je ne sais pas si vous le savez, mais l'Ille-et-Vilaine, ce n'était pas un hasard, c'est qu'il fallait se positionner face au grand concurrent de Telegram qui est Ouest France, et les deux concurrents et ennemis intimes depuis toujours, qui s'estiment d'ailleurs tout à fait, qui se respectent, mais voilà, il y a une vraie concurrence très très forte en Bretagne. Et donc on s'est dit, dans notre développement, il faut absolument qu'on occupe la place en Ille-et-Vilaine, parce que s'il y a un groupe de presse en France qui est capable de nous faire concurrence, c'est Ouest France. Tous les autres sont empêtrés par des problèmes économiques compliqués. Et voilà. Donc, on est parti. Puis on est parti également dans la Loire. Alors là, vraiment pour se tester complètement loin de nos bases, près de Lyon, on avait repéré, on s'était dit, tiens, pourquoi pas. Voilà. Alors on a testé ça, on s'est aperçu que ça marchait aussi bien partout, de la même manière. Et on s'est dit, on a quand même validé ça avec un cabinet extérieur. J'en reparlerai tout à l'heure dans les réflexions sur la presse. On a utilisé un cabinet spécialisé en marketing éditorial qui a fait des focus lecteurs, c'est-à-dire des groupes de 5, 6, 7 lecteurs. Donc c'est pas du quantitatif, c'est du qualitatif. C'est-à-dire qu'on les réunit pendant 3 heures.
Et alors là, le cabinet est spécialisé là-dedans. C'est la femme qui dirige ce cabinet est une pro de la presse, travaille pour Le Monde, pour tous les journaux français, ou presque. Et elle a le don de faire sortir ce qu'ont les lecteurs dans la tête et dans le ventre. Et donc, c'est très intéressant. Et en gros, elle nous a dit, avec vos 4 éditions, visiblement, j'ai rarement vu un tel taux d'attachement à un journal, quoi, de la part de vos lecteurs. Donc, apparemment, vous avez un concept en or. N'attendez pas pour le dupliquer parce qu'on va vous le piquer. Bon, on est parti en se disant feu aux fesses, il faut qu'on y aille. Alors aujourd'hui, on sait que, comme je disais, les groupes de presse, notamment les groupes de presse régionaux, n'étaient pas en état de nous faire concurrence, ni intellectuellement parce que c'est une matière qu'ils ont du mal à appréhender, on en reparlera, et puis économiquement, ils n'ont pas beaucoup de sous pour investir. Et donc, on est parti très très vite. Aujourd'hui, on sait qu'on est parti un peu vite, mais bon, voilà, le coup était parti. En gros, en 2007, on a créé toutes les autres éditions. Aujourd'hui, on a 19 éditions en France. On s'est basé alors sur hors Île-de-France. Hein. On fait une parenthèse sur l'Île-de-France parce que c'est un monde à part pour nous qu'on abordera peut-être un jour, mais c'est un peu compliqué. Le sentiment d'attachement à un territoire n'est pas du tout le même en Île-de-France que chez nous ou dans les autres régions de France. Donc on parlait de territoire tout à l'heure, on croit beaucoup à cette notion de territoire, on est parti sur, en se basant sur des territoires, mais il nous fallait un minimum, on avait calibré un nombre d'entreprises minimum dans un département pour pouvoir y aller. Alors voilà, quand j'ai des amis mayennais, le carrossier Patrick Gruot ou autres qui me disent mais quand est-ce que tu viens en Mayenne, je leur dis je suis désolé mais je crois qu'on n'ira jamais, il n'y a pas assez d'entreprises pour pouvoir en vivre, en tout cas pour nous, je pense. Donc en gros voilà, on a choisi une vingtaine à peu près de départements en France qui nous paraissaient suffisants pour asseoir notre développement. Alors, on a vu une base, 2000 entreprises de plus de 10 salariés dans le département, c'est à peu près la norme. Alors on est en Sarthe où il y en a un peu moins, on est en Côte-d'Armor où il y en a un peu moins, mais malgré tout, ça marche pas mal non plus. Donc voilà, le développement donc, s'est fait un peu à marche forcée. Donc en 2009, on a complété notre dispositif. Alors on reparlera du numérique tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on a commencé par le papier, c'est pas un hasard. Et ensuite, on est venu sur le net. Alors, on en reparlera aussi, mais Internet, pour nous, aujourd'hui, c'est un peu... on est encore un peu à la préhistoire, il faut le dire, de l'Internet. Pour notre site à nous, voilà, il fallait y être, on y est, et on va développer maintenant des nouvelles choses sur Internet. En 2010, on s'est repensé, on s'est remis en cause, on a refait des groupes lecteurs pour vérifier si le concept fonctionnait toujours, pour vérifier si dans le contenu, page par page, rubrique après rubrique, le journal fonctionnait bien, et savoir s'il y avait des choses qui manquaient. Et on a complètement refondu notre journal, la maquette, le rubricage. On avait testé des trucs qui n'ont pas fonctionné, on les a remballés. Enfin voilà, on a fait un vrai travail. Et en décembre 2010, donc on a lancé une nouvelle édition qui a été assez porteuse parce qu'on a eu un vrai développement, à la fois quantitatif en vente, puis aussi en termes de notoriété, on nous voit un petit peu d'un autre air, un peu plus sérieusement. Voilà, la maquette fait plus sérieux par rapport à celle d'avant. Donc voilà un peu nos développements. On est toujours en phase de développement. On a, pour cette année, une implantation en Vendée, qui est là, le coup est parti, le journaliste travaille, et en mai, nous aurons des pages. En fait, c'est l'édition Loire-Atlantique que nous allons élargir à la Vendée. On crée en fait une édition Loire-Atlantique Vendée. Ça fait longtemps qu'on voulait y aller en Vendée parce qu'on est persuadé qu'il y a un véritable dynamisme économique, en plus, il y a des liens assez logiques avec Nantes. Faut faire attention parce qu'on est quand même des Nantais qui arrivent en Vendée, donc il faut faire attention à ne pas arriver avec nos gros sabots. Mais voilà, on a un très bon accueil. Les gens qu'on rencontre sont ravis de nous voir arriver parce qu'il n'existe pas grand-chose en termes d'information économique. Là encore, on en reparlera tout à l'heure. Donc ça, c'est l'un des développements. Et puis, pour 2012, et puis autre développement, c'est donc le web. Puisque, en gros, aujourd'hui, on a un site internet qui ne fait quasiment que collationner chaque mois les contenus des 19 éditions. Donc, c'est automatisé, tout remonte sur le web. Et puis,
On ajoute un petit peu au jour le jour quelques petites brèves histoire d'animer un petit peu le site, mais c'est quand même très très limité. C'est clair que c'est pas ce qu'un internaute attend du web, ça c'est évident, hein. Il veut de l'interactivité, de la rapidité, du flux, enfin bon. Et donc aujourd'hui on n'est pas adapté à ce que souhaite un internaute, mais voilà, il fallait choisir nos moyens. Et là encore, je le disais tout à l'heure, le papier, c'est pas un hasard si on l'a lancé avant, et on est content de l'avoir lancé avant, parce que c'est le papier qui nous fait vivre, c'est pas l'internet, hein. Aujourd'hui l'équation économique sur le web est toujours difficile, et donc voilà, il fallait créer le papier avant le web. Donc voilà, donc aujourd'hui le journal, j'ai des chiffres que je vous donnerai après. Je vais peut-être d'abord passer sur en gros, quelle est la vocation que nous nous sommes donnée, hein, informer les cadres et les dirigeants d'entreprise sur leur environnement de proximité, environnement économique de proximité, hein. Donc on est clairement dans l'économie, et exclusivement avec tout ce qui touche à l'économie, hein, bien sûr. Et nous sommes donc pas grand public, mais vraiment dédiés aux dirigeants, à tout ce qui environne les dirigeants, puis à la limite plus largement à tous ceux qui peuvent s'intéresser à l'économie. On a effectivement, Philippe posait la question tout à l'heure, nos lecteurs sont essentiellement, en très grande majorité, des entreprises. Alors après, on a des particuliers qui sont peut-être des dirigeants aussi d'entreprises, on ne sait pas. On a quelques administrations bien sûr, on a des institutions, genre chambre de commerce et autres, enfin tous les intervenants dans l'économie, mais la très grande majorité, ce sont des entreprises, parce que nous nous sommes positionnés là-dessus, c'est ça. On veut être l'accompagnant des entreprises et des dirigeants d'entreprises dans leur vie quotidienne. Donc, trois besoins fondamentaux de l'entreprise qu'on a détectés, donc l'information, les réseaux et la formation. Donc l'information, c'est l'environnement économique. Qu'est-ce qui va influencer la vie de mon entreprise dans mon environnement? C'est la décision de la région, c'est une action collective de la CCI sur l'international, c'est une infrastructure, route, aéroport, etc. Tout ça, c'est l'environnement de mon entreprise. L'information sur les entreprises elles-mêmes. Alors que font mes collègues, concurrents, amis, fournisseurs, clients, quels sont éventuellement les prospects potentiels que je vais pouvoir découvrir grâce au journal. Il y a des chefs d'entreprise qui nous ont dit grâce à vous, j'ai découvert un fournisseur à 10 km alors que le précédent que j'avais était à 300 km. Donc je ne le connaissais même pas et je l'ai découvert dans le journal. C'est des choses comme ça qu'on aime bien. La création du lien est très, très, très importante. Donc les réseaux. On a dès le départ créé une page réseau dans notre journal pour dire aux dirigeants ne restez pas seuls. Ne restez pas seuls, sortez le nez du guidon. Les dirigeants sont des gens extrêmement occupés et qui font des semaines assez terribles en général. Mais le danger, c'est effectivement de s'enfermer dans ce boulot-là et d'arrêter de voir d'autres gens, d'échanger des expériences, de s'oxygéner un petit peu avec l'extérieur. Un chef d'entreprise a un problème permanent, c'est la solitude. Il a évidemment des collaborateurs avec qui il discute d'édition à prendre, mais quand il y a une décision à prendre, c'est lui qui la prend. Et parfois, c'est lourd de conséquences. Une bonne décision peut faire développer l'entreprise, une mauvaise décision peut faire écrouler l'entreprise. Et parfois, c'est très lourd. Et les chefs d'entreprise sont très preneurs justement d'échanges d'informations, d'échanges de relations. Comment tu fais, toi, alors, sur tes marchés? Comment tu as réussi à développer ci, à développer ça? Comment tu négocies avec tes banquiers? Enfin, tout ce genre d'échanges d'expériences qui ne peuvent se passer qu'entre chefs d'entreprise. Donc on essaye, nous, à notre modeste niveau, d'aider à ça. Et puis il y a des clubs, des associations, des syndicats, des fédérations, etc. qui existent. Et donc on est là pour leur faire connaître. La formation des dirigeants, c'est important aussi parce que les dirigeants, alors je parle des dirigeants en général du tissu économique de nos régions, c'est-à-dire c'est des PME, des TPE, des PME, des petites entreprises. C'est un commercial qui un jour s'est dit tiens, allez, je monte ma boîte ou je reprends une boîte et puis je développe, et puis j'ai 10, 20, 30, 40, 50 salariés. Ou c'est un technicien qui a fait le même parcours et il se retrouve au bout d'un moment avec énormément de tâches à accomplir. Ils ne sont pas sortis d'HEC, de l'EDEC ou je ne sais pas quoi, ça ne les empêche pas d'être très bons chefs d'entreprise.
Mais voilà, il faut qu'il soit manager, technicien, financier, voire assistante sociale, etc., 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 etc. Et or, ils n'ont pas toutes les compétences. Donc nous, là encore, très modestement, à notre modeste niveau, on essaye d'apporter un peu de la formation continue aux dirigeants. Quand par exemple une loi sur le handicap en entreprise évolue, notre rôle, c'est de dire aux chefs d'entreprise, attention, il y a ça qui est en train de changer, ça va avoir un impact comme ça dans votre entreprise, ça peut coûter tant, etc. On ne va jamais donner toutes les réponses, mais le chef d'entreprise, en nous lisant, va aller voir son expert comptable, son bras droit ou je ne sais qui, dire tiens, dis donc, faut peut-être qu'on s'occupe de ça. Là, j'ai vu dans le journal des entreprises que la loi sur le handicap avait changé, il faut peut-être qu'on fasse quelque chose. Voilà, là on est dans le rôle d'alerte en fait du dirigeant. On est toujours dans le côté pratique. On veut vraiment être pratique. Quand on parle de management ou de marketing, c'est pas de la théorie sur le management ou le marketing. On est dans le concret. Hein, les théories, il y en a plein, les bibliothèques. Hein. Il y en a des ouvrages, des milliers d'ouvrages là-dessus. On est dans le concret. Régler, essayer de trouver un problème concret, d'essayer de donner des solutions aux dirigeants. On est là pour donner des solutions. Quand on parle d'une entreprise, par exemple, on a toujours les coordonnées de l'entreprise à la fin de l'article pour que les gens puissent entrer en contact. Contact business, contact coucou, je t'ai vu dans le journal, contact, voilà, tout ce genre de choses. Créer des liens, c'est important. L'aspect humain dans les entreprises est très très important, surtout dans ces PME. L'impact d'un homme, d'une femme dans une entreprise est très important. Et on essaie de le faire valoir dans nos colonnes, de le montrer en tout cas dans nos colonnes. Il y a beaucoup de têtes, de figures dans nos pages. Voilà, on essaie de créer ce lien aussi humain qui peut exister dans cette activité. Hein. Donc voilà, alors on est proche, utile, positif. Alors je préfère le terme de réaliste. Positif, ça peut laisser vouloir dire qu'on essaie de repeindre la réalité en rose. Et j'aime pas trop ça en tant que journaliste, mais au moins réaliste. On a la prétention de connaître assez bien quand même le tissu de nos régions, de notre tissu économique de nos régions. Et ce qu'on y voit est beaucoup plus positif que ce qu'on peut entendre par ailleurs. Hein. La presse généraliste a tendance à se focaliser sur un quotidien, par exemple, régional, a tendance à se focaliser sur l'événementiel. Ce qui est normal, il est quotidien, donc tous les jours, il doit suivre ce qui se passe. Donc, c'est de l'événementiel. Nous, on n'est pas forcément dans l'événementiel, mais on va être sur un développement d'une entreprise. Ça fait pas forcément la une, mais on va s'attacher à ça, nous. Et donc, ce qu'on voit dans les entreprises est beaucoup plus positif que ce qu'on peut voir par ailleurs. Hein. Ce qui est d'ailleurs beaucoup reproché, on en reparlera aussi dans le débat à la fin, par les milieux économiques, par les dirigeants, qui ont vraiment le sentiment d'une frustration vis-à-vis de la presse énorme. Ils ont un manque de confiance terrible vis-à-vis de la presse, parce qu'ils estiment que la presse ne les comprend pas, ne comprend pas leur démarche, ne comprend pas ce qu'ils font, ne comprend pas leurs difficultés, et fait tout pour les embêter, quoi. J'exagère un peu, mais c'est assez présent dans la tête des chefs d'entreprise quand même. Hein. Donc voilà, nous on essaye justement de créer cette confiance-là. On a créé cette confiance-là avec les dirigeants. Et j'ai vu dans certaines de nos éditions des articles, des interviews que j'ai jamais vus ailleurs. Un chef d'entreprise qui vous raconte qu'il a été perturbé sur des marchés parce qu'il y a des nouveaux concurrents asiatiques qui l'ont déstabilisé, qu'il a perdu, je ne sais pas combien, 30% de chiffre d'affaires, et que la mort dans l'âme, il était obligé de licencier. Et voilà, il raconte ça dans le journal. Dans aucun journal, un chef d'entreprise ne raconterait ça. Dans aucun journal grand public. Là, il sait que le journaliste va comprendre ce qu'il dit, ce qui n'est pas toujours évident, parce que la formation économique des journalistes, on peut en reparler à la fin aussi, mais laisse à désirer. C'est parfois zéro dans les formations des journalistes. Et puis, c'est pas la majorité des journalistes ne sont pas très attirés par cette matière économique, par l'entreprise. Hein. Bon, je vais arrêter là-dessus, mais c'est vrai que voilà, il y a un peu une distorsion entre le monde de la presse et le monde de l'entreprise, mais on reviendra là-dessus. Alors, indépendant, nous sommes un groupe de presse, je vais l'expliquer tout à l'heure, un groupe de presse, groupe familial, indépendant. Notre travail, c'est un travail de journaliste et pas de communicant. On pourra en reparler si vous voulez. Et crédible. Crédible pourquoi ? C'est pas juste un mot affiché, c'est, par exemple,
aucun de nos articles, c'est pas parce que par exemple demain vous me dites tiens je vous prends une page de pub, ce serait sympa de me faire un petit papier, un petit oignon là, bien, ça marche pas ça chez nous, jamais. On n'a jamais accepté ça, on n'acceptera jamais, parce qu'on est convaincu que c'est sur le long terme et sur notre crédibilité qu'on s'implantera dans l'esprit des gens. Ça m'est arrivé d'avoir des demandes, je sais pas, on faisait un dossier, je me souviens de ça, sur la formation. Et puis il y a quelqu'un qui intervenait auprès d'une équipe locale, je crois dans le Morbihan ou je sais pas où. Et puis l'équipe me dit, bah, tiens, il est emmerdant, il va absolument apparaître dans le dossier, il fait de la formation, machin. Donc j'ai pris la personne au téléphone. Je lui ai dit que je comprends bien votre souci d'apparaître. Alors d'une, on fait un dossier national, on ne peut pas faire parler tous les intervenants de la formation au niveau national, c'est pas possible, il y en a des dizaines de milliers. Bon, ah bah oui, bien sûr. Bon, donc je lui dis, par ailleurs, je crois que vous lisez le journal, oui, vous aimez le journal, oui, bon. Imaginez que je vous dise oui, aujourd'hui. Ok, allez, vous êtes sympa, vous avez fait de la pub, et puis en plus, allez, je vous mets dans le journal pour être sympa. Ne croyez pas que demain, en lisant le journal, vous allez avoir un autre regard sur le journal des entreprises, en disant que peut-être que tous les articles que je lis, ils sont biaisés, manipulés, influencés, parce qu'il y a de la pub derrière. Donc ça, on ne veut surtout pas y toucher. Donc je préfère dire non à cette personne-là. Son mécontentement nous fera une très bonne pub. Et on a eu plusieurs fois comme ça des gens, voilà, je vous achète 500 exemplaires et puis et vous me faites un beau papier. Ben non. Si vous voulez nous acheter des journaux, on sera ravis, mais on vous fera pas relire le papier à l'avance et on ne vous soumettra pas le contenu. Ça, c'est pas possible. Donc voilà. Ben, on loupe peut-être des ventes, on loupe des choses comme ça, mais je pense qu'on gagne en crédibilité. C'est important, j'insiste là-dessus parce que c'est une attitude. Alors, on est un peu partout en France, on observe. Alors, malheureusement, la presse va parfois relativement mal et que il y a des gens qui cèdent, quoi. Il y a des éditeurs de presse qui cèdent à ce genre de sirène et qui vont offrir 10 pages à un tel parce qu'il lui achète 4000 journaux. Voilà. Hein. Ça se trouve ici à Nantes, ça se trouve en Bordeaux, ça se trouve à Toulouse, ça se trouve ailleurs, voilà. À Lyon, à Lille, on a plein d'exemples comme ça en tête. C'est destructeur, à mon avis, pour la presse. Je pense. Pour nous, c'est pas du journalisme, donc on refuse de tremper là-dedans. Alors c'est sûr que c'est peut-être plus difficile parce qu'on va peut-être moins vendre de journaux ou de pubs sur le moment. Voilà un peu notre philosophie. Alors quelques chiffres clés, on l'a évoqué tout à l'heure, donc 19 éditions. Nous avons des éditions qui sont certaines régionales, en Nord-Pas-de-Calais, en PACA, et puis les autres sont départementales. On s'adapte de façon assez, je dirais, pragmatique au terrain. En Nord-Pas-de-Calais, on était parti au départ avec 2 éditions, Pas-de-Calais et Nord. Et puis en fait, les journalistes nous ont dit mais ça n'a plus beaucoup de sens, la région est vraiment intégrée. Bon, et donc on a ramassé les 2 éditions. On a aujourd'hui, par exemple en Alsace, on a une édition Haut-Rhin, une édition Bas-Rhin. Probable qu'un jour on les fusionnera parce que y a une vraie identité alsacienne et des vrais sujets alsaciens. Autant par exemple en Pays de la Loire, c'est pas évident. Essayer de marier même le Maine-et-Loire et la Sarthe, pas simple. Donc voilà, il y a des régions où ça peut fonctionner et d'autres non. Donc puis notre départ, c'était vraiment d'être proche du terrain, d'être proche des réalités. Hein. On a des journalistes qui ne sont pas dans un bureau, ils sont tout le temps dehors, ils sont tout le temps dans les entreprises. On va sur le terrain, on va découvrir ce qui se passe. Hein. Donc voilà, on publie 11 numéros par an, donc on est mensuel, donc on ne paraît pas en août, et puis on fait 6 hors-série, voire 7 parfois. Donc on couvre alors 22 aujourd'hui et très bientôt 23 départements, puisque donc on ouvre la Vendée en mai. Voilà, nous avons donc 40 journalistes permanents, salariés, plus 60, voire même, c'est même probablement plus 80 pigistes, je pense, donc qui fonctionnent avec nous de façon ponctuelle, numéro par numéro ou édition par édition. Donc chaque édition a quelques pigistes qui sont attachés à elle. Chaque édition, donc c'est à chaque fois une toute petite rédaction qui est de 1, 2 ou 3 journalistes. Il y a donc un ou une responsable d'édition qui gère sa petite boutique. En gros, on a créé à partir de ce qu'on avait construit à Nantes, on a industrialisé en fait un process, on a créé, j'allais dire un kit,
Hein, et à chaque fois, quand on a lancé une édition, le journaliste, il savait qu'il avait tant de pages, qu'il avait les rubriques à produire, etc. Et donc mon travail, avec l'aide du rédacteur en chef, c'est de veiller justement à ce que le journal des entreprises soit au bon niveau d'information partout, que le rubricage soit respecté, que voilà. On a une rubrique qui s'appelle stratégie, il faut vraiment que le papier soit une stratégie d'entreprise. On a une rubrique qui s'appelle comment j'ai fait, c'est un chef d'entreprise qui nous raconte une problématique qu'il a vécue. Donc notre boulot, c'est de veiller à ce que le niveau soit identique partout, ou quasiment identique partout. Hein. Mais c'est vrai qu'ils sont très mobilisés, très responsabilisés. Hein. Quand on a démarré, la plupart des éditions ont 5 ans, on a recruté par exemple des journalistes qui avaient 27 ans, 28 ans, responsables d'édition. C'est un truc unique dans une carrière de journaliste, quoi. Vous avez, bon, mais s'il y avait un kit, mais enfin ils ont eu à construire un journal. Certains ne connaissaient rien dans le territoire, ils sont arrivés, ils ont débarqué, 2 mois après, il y avait un journal qui se créait. Alors, ils ont créé leurs contacts, trouvé l'info, déniché les bons renseignements, et puis produit. Je peux vous dire, au début, ils ont beaucoup travaillé, nuit et jour, j'allais dire. Alors aujourd'hui, ça s'est stabilisé, heureusement, mais ils travaillent toujours beaucoup. Hein. Mais voilà, il y a un enthousiasme assez extraordinaire parce qu'ils sont moteurs de leur propre journal, quoi. Donc voilà, 700 pages d'informations économiques chaque mois, 1000 à 1500 entreprises citées chaque mois, 100 000 visiteurs uniques mensuels sur le site lejournaldesentreprises.com. Et donc on diffuse à peu près mensuellement 100 à 120 000 exemplaires au total, toutes éditions confondues. Hein. Voilà, alors donc je l'ai dit, le groupe, nous sommes dépendants du groupe Telegram. Donc c'est un groupe qui est connu sous le nom de Telegram de Brest. Alors faut tout de suite enlever le de Brest parce que le journal lui-même s'appelle le Télégramme et pas Télégramme de Brest. Hein, voilà. Le Télégramme est à Brest mais aussi à Quimper, il est en Morbihan, en Côte d'Armor, donc voilà. Donc c'est un groupe familial, c'est la famille Coudurier qui en est l'actionnaire principal. Le PDG du groupe est Édouard Coudurier, voilà. Donc c'est à peu près 950 personnes et 135 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc le vaisseau amiral du groupe, c'est le Télégramme, le quotidien, qui est un quotidien qui est, depuis quelques années, quasiment le seul quotidien à se développer en France. Il est passé, je crois, en 5 ans, de la 12e à la 7e place des quotidiens français, quotidiens régionaux français. Et il diffuse donc 210 000 exemplaires par jour. Donc essentiellement sur le Finistère, Morbihan en zone de conquête, et puis Côte d'Armor plus récemment en zone de conquête également. Et donc le développement est toujours là. Et je parlais tout à l'heure de focus lecteur. Ça, c'est vraiment une pratique vraiment forte du Télégramme qui explique le succès du Télégramme. Et ils sont certainement très bons au niveau commercial également, bien sûr. Mais en gros, au milieu des années 90, le Télégramme a fait une première enquête de lecteurs. Et le résultat qu'ils ont reçu a été un choc terrible pour eux. En gros, vous êtes ringard, vous êtes nul. En plus, vous n'êtes même pas fait par des journalistes. Enfin, ça a été violent quand même. Hein. Ils se sont dit, faut peut-être qu'on se remette en cause. Et là, ils ont commencé, et c'est tout le temps, c'est tous les ans, en fait, il y a une remise en cause permanente du journal, permanente, rubrique après rubrique, c'est l'hebdo culturel de la semaine, etc. Toutes les rubriques qui passent, et à chaque fois, il y a un retour qui est fait par le cabinet devant les journalistes, c'est parfois un peu raide, mais c'est que comme ça que ça avance. En fait, en gros, c'est de se dire que veut le lecteur, que pense le lecteur de notre travail, quoi, en gros. Est-ce qu'on correspond à ce qu'attend notre lecteur, hein. Et donc voilà, ce qui permet à ce journal de progresser, qui a changé radicalement d'image, qui a changé complètement de fond en comble. C'est un journal, par exemple, les journalistes de France et de Navarre n'y pensaient même pas à aller postuler là-bas, alors qu'aujourd'hui, les CV affluent, quoi. Et l'image a totalement changé. Alors Via Média, c'est une régie pub pour le groupe et également pour l'extérieur du groupe, pour d'autres trucs. Région de Job, connue ici par WestJob, qui est donc un site internet de recherche d'emploi, qui est le numéro 1 des sites privés de recherche d'emploi en France. Hein. Voilà, visité par 1 500 000 candidats chaque mois. Hein.
Voilà. Une autre activité qui s'appelle Penduic, alors bien connu, le nom est connu, ça a été créé par Eric Tabarly, et le travail de cette société est d'organiser des événements nautiques, donc des courses au large, la Transat Jacques Vabre, la Route du Rhum, la Transat AG2R, la Solitaire du Figaro à partir de cette année. Donc c'est un peu l'orientation maritime du groupe, un groupe qui a le dos à la mer, c'est normal. Alors, il y a plein d'autres activités que je vous cite. Alors, NetPME, c'est intéressant parce que c'est tout à fait lié à nous. Ils sont dans la même filiale que nous, si vous voulez, NetPME. C'est un site internet juridique, social, fiscal pour les TPE, les petites entreprises et les PME. Ça marche très bien. Ça fait, 800 à 900 000 visiteurs uniques par mois. C'est un site qui tourne assez bien, alors que c'est très spécialisé. Phileas, c'est une agence de communication qui s'appelait Studio T jusqu'à récemment. TBO, c'est une télé locale basée à Brest, dans laquelle d'ailleurs Ouest France est partenaire. Rivacom, c'est une agence de relations publiques. Arsenal, Bleu Iroise et Sea Events, ce sont 3 boîtes de production audiovisuelle, très tournées vers la mer. Course au large, c'est un magazine qui, comme son nom l'indique, parle de course au large. Le Power Hebdo, c'est un petit hebdo qui est basé à Carhaix, au centre-Bretagne, que le groupe a racheté il y a quelques années, à Christian Troadec, Vieille Charrue, etc. Et puis Bretagne Magazine, donc un beau magazine sur la Bretagne. Il y avait une maison d'édition, mais elle a été plus ou moins cédée à Ouest France, à Sud-Ouest en fait, depuis. Donc voilà, donc un groupe qui sait que là où il est, dos à la mer, le quotidien, il ne pourra pas se développer éternellement. Et donc, qui décide de se diversifier progressivement dans le monde de la communication et autres. Donc, c'est un groupe qui a les moyens de ses ambitions, qui est toujours à l'affût d'opportunités, de rachats d'entreprises, qui pourraient être complémentaires de son activité. Donc, en plus, on a un PDG qui doit avoir... je pense qu'il est un peu plus jeune que moi, il doit avoir 52 ans, donc il n'a pas envie encore de partir en retraite. Il n'a pas besoin de vendre. Le groupe gagne sa vie, donc il n'y a qu'une solution, c'est de se développer. Voilà. Alors, parlons un petit peu, donc on a déjà tout petit peu abordé le sujet. C'est vrai que la place de l'économie dans la presse, nous, enfin, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, le motif de démarrage du journal des entreprises, c'est de constater que l'économie et l'entreprise ont très peu de place dans la presse locale. Ça évolue plutôt favorablement ces dernières années. Mais moi, j'ai travaillé en local, j'ai toujours été intéressé par l'entreprise parce que c'est un monde qui me plaît, qui est toujours en mouvement, on rencontre des gens passionnés. Voilà, ça m'a toujours plu. Donc, je faisais des articles là où j'étais, à la Manche Libre, à Lyon Républicaine et ailleurs. Mais c'était pas du tout dans la ligne rédactionnelle du journal. J'étais le seul à en faire et il y avait au bout d'un moment une drôle de relation qui s'était créée parce que les chefs d'entreprise finissaient par me connaître, par avoir confiance en moi, mais ils n'avaient pas confiance dans mon journal en général. C'était assez particulier. Et tout ça pour dire que voilà, c'est pas trop dans la culture de la presse locale. L'économie, on n'arrive pas à l'aborder. Parce que la culture grand public et puis parler d'une stratégie d'entreprise, voilà, on n'arrive pas à articuler ça. Le grand public, on peut le penser, ne s'intéresse pas à des choses trop professionnelles, trop pointues. On l'évoquait tout à l'heure avec Philippe, sur l'économie. Les enquêtes montrent que les gens, le grand public, est intéressé par l'économie. Après, il y a la façon d'en parler qui est difficile. Le grand public ne s'intéresse pas peut-être à des notions trop pointues de finance ou de stratégie d'entreprise, qui vont peut-être pas bien saisir. Mais en revanche, les Français sont intéressés à l'économie parce qu'ils ont quand même conscience, parce qu'au moins en regardant le 20h, on finit par comprendre que ce qui se passe aujourd'hui en Inde ou en Chine peut avoir un impact demain sur mon boulot. Et ça fait réfléchir les gens et ils se disent, oui, j'aurais quand même besoin d'explications, d'explications du monde, d'explications des mécanismes. Et je pense que la presse locale, grand public, devrait travailler davantage là-dessus.
peut-être à base d'infographies simples, des choses comme ça, expliquer des mécanismes économiques. Toutes les études montrent que les Français sont un des peuples les plus ignorants en matière d'économie. Et ils ont une vraie méconnaissance de l'économie, de ces mécanismes, avec beaucoup de fantasmes qui sont véhiculés, de peur ou de croyances idiotes, ou d'espoirs un peu irréalistes. Enfin voilà, ils sont un peu à côté de la plaque en matière d'économie et d'entreprise. Donc je pense que la presse locale, grand public, devrait s'y attacher davantage pour expliquer un certain nombre de mécanismes. Alors on voit dans la presse locale quand même arriver de plus en plus des articles économiques, mais c'est vrai que c'était une matière que je disais tout à l'heure, mes collègues journalistes quand j'étais en local, en presse locale grand public, ne s'y intéressaient pas. Il y a, je pense, un peu de formation, il y a globalement l'inculture des Français là-dessus, une méfiance globale aussi vis-à-vis de l'entreprise, parce qu'en gros, beaucoup de journalistes se disaient, si je parle d'une entreprise, c'est lui faire de la pub. Ah, oui. Mais ça ne les gênait pas, à côté de ça, de parler d'un spectacle dont ils faisaient la pub, dont ils donnaient même les prix des places. C'était assez curieux, parce que c'était de la culture, on avait le droit d'en parler, alors que c'est quand même aussi, malgré tout, un business, mais dans l'entreprise, on n'avait pas le droit d'en parler. Donc une drôle d'attitude vis-à-vis de ça. Et puis, faut le dire aussi, il y avait le côté mettre en valeur un patron, ça la fout mal quand même. Hein. Donc voilà, on préférait s'occuper, c'était plus facile d'un conflit social, plus abordable, que de parler de la stratégie d'une entreprise qui est en train de gagner des parts de marché, qui est en train de s'implanter en Chine, qui est en train d'innover, qui est en train de créer des produits, etc. Et qui est en train de créer de l'emploi. Voilà, il y a une espèce de distorsion assez curieuse là-dessus, qui est heureusement en train d'évoluer. Parce que quand même, il y a quand même un bon nombre de gens qui passent leur vie dans une entreprise. Il y a plein de choses qui se font. On le disait tout à l'heure, ça a un impact sur un territoire. Et ça n'apparaissait quasiment pas dans la presse locale, ce qui est quand même assez étonnant. Et la presse locale, effectivement, il y avait une partie qui était absente. Alors que je suis persuadé que pour un territoire, c'est important de savoir ce qui se fait, déjà. Ça peut, on l'évoquait tout à l'heure, ça peut créer des liens, ça peut créer des liens de business, ça peut donc renforcer globalement une économie. Hein. On n'est pas là, nous, journalistes, pour développer un territoire, c'est pas notre boulot. Mais en revanche, si par l'information, on peut aider à des entreprises à se développer, tant mieux, tant mieux. Hein, comme je disais tout à l'heure, on ne fait pas de la pub, on fait de l'information. Mais si notre information sert à des entreprises à se développer, tant mieux, tant mieux. Hein, donc le côté fierté d'un territoire, de voir qu'il se passe des choses assez extraordinaires. Enfin, tous les journalistes du journal des entreprises vous le diront. Enfin, à chaque fois qu'ils rentrent dans une boîte, ou quasiment à chaque fois, enfin, ils ont les yeux qui brillent parce qu'ils ont eu en face d'eux une femme ou un homme qui leur parlait de sa passion, des trucs qu'il était en train d'inventer, je sais pas quoi, d'un marché qu'il avait conquis, d'une implantation qu'il allait faire, je sais pas où. Enfin, c'est à chaque fois des passions, quoi. Et ça mobilise un territoire. Donc, je pense qu'il y a un champ d'information qui est en train petit à petit de se résorber, mais qui était largement à côté de... Voilà, qui n'était pas couvert. Alors, en face de ça, il y a aussi des entreprises qui ont du mal avec la presse. Alors, ils en ont peur, ils ont un manque de confiance, mais aussi, ils ont souvent une attitude qui est à côté de la plaque. Soit... l'entreprise dit je veux rien avoir avec l'affaire, avec la presse, pour vivre heureux, ils vont cacher, alors ça on l'entend régulièrement. Et puis il y a ceux qui en font trop. Alors là c'est chargé de com, attaché de presse, tout ce que vous voulez, les belles plaquettes, machin. On leur dit ouais mais ce que vous dites là c'est intéressant, mais nous ce qu'on voudrait c'est autre chose. Nous on veut faire notre travail de journaliste sur je sais pas quoi, votre implantation internationale, alors que eux veulent nous vendre un grand coup de violon sur le développement durable. Par exemple, ça marche beaucoup en ce moment. Très bien, ils font ça. Nous, notre rôle de journaliste, c'est d'aller chercher ce qui nous intéresse, nous, pour notre journal et pour nos lecteurs. Hein. Donc voilà, il y a toujours deux écueils de la part des entreprises qui sont un peu souvent inadaptés. Soit elles veulent faire de la com, soit elles veulent rien dire. Voilà. Et je pense que souvent, elles n'ont pas une attitude, j'allais dire, assez adulte, finalement, vis-à-vis de la presse. Moi, ce que je leur dis aux chefs d'entreprise, je dis, mais...
vous êtes quand même des gens réalistes. Vous êtes des gens qui êtes dans le monde de la réalité. Mais prenez en compte la réalité que vous avez autour de vous. Vous avez des syndicats, des associations environnementales, des collectivités, et vous avez des médias. Et dans les médias, il y a Internet qu'il faut surveiller, etc. Donc prenez en compte cette réalité-là. Vous ne pouvez pas faire sans les médias. Vous ne pouvez pas. Alors surtout avec l'ère d'Internet, où tout circule dans tous les sens et un peu n'importe comment, je dis, mais si vous n'êtes pas capable de surveiller votre image sur Internet, ça peut être très grave pour l'entreprise. Il y a des entreprises qui ont failli en mourir, de problèmes de communication. Donc attention à ça, c'est un problème fondamental pour l'entreprise. Donc ça commence à venir. On y aide, nous, un petit peu, parce qu'on est en permanence au contact des entreprises, donc à notre modeste place. Les gens s'aperçoivent que, oui, on peut donner de l'information. Bon, ok, le journaliste a pris ce qu'il a voulu, ce qui l'intéressait. Il a préféré parler de, je sais pas quoi, des nouveaux produits, alors qu'on préférait lui parler de développement durable ou inversement. Enfin bref. Mais ils apprennent à avoir moins peur en fait des médias. Et ça, c'est une petite réussite qu'on a petit à petit. Voilà. Pour qu'ils aient une relation un peu plus adulte à la limite. Ouais. C'est un peu ça. Dans les régions dans lesquelles nous sommes, qu'est-ce qui existe en matière je parle d'information économique. Alors j'ai dit les quotidiens régionaux en font peu, mais ils en font quand même. C'est quand même des informateurs au niveau de l'économie. Et puis plus largement, ce que j'évoquais tout à l'heure, tout ce qui est grand projet, infrastructure, évidemment, les journaux locaux en parlent. Alors, il y a des newsletters économiques qui existent. Vous connaissez ici l'API, qui est une newsletter, je ne sais pas si vous connaissez, une newsletter économique très spécialisée, qui est à la fois par mail et sur papier une fois par semaine. L'API est... J'en distingue deux en France. Il y a l'API et Bref Rhône-Alpes qui sont les meilleurs, je pense, en France. L'API est une très bonne newsletter économique. On est concurrents, mais on s'aime bien, on se respecte. On ne fait pas tout à fait la même chose. Bon, la newsletter, c'est du rapide, c'est du court. Voilà, c'est un digest. Nous, on essaie d'aller au plus profond dans la stratégie des boîtes et dans l'explication des choses. Donc, chacun son job. Donc on a aussi dans plusieurs régions de France des hebdos qui sont basés sur l'annonce légale, mais qui ont une dominante économique. Il y en a quelques-uns comme ça. Donc ça fait partie aussi de nos concurrents. On a des magazines mensuels, bimestriels, trimestriels. Un exemple, acteur de l'économie Rhône-Alpes ou entreprise Rhône-Alpes. Clairement, Rhône-Alpes, c'est la région la plus riche, après Paris, et la plus fournie en journaux. On ne nous avait pas attendu pour faire de l'information économique dans cette région. Et puis, il y a des news magazines à dominante éco. Je cite le Nouvel-Ouest, Objectif News à Toulouse. Voilà, ils vont parler un peu de culture, un peu de politique, mais il y a une forte dominante éco. Donc voilà. Et puis il y a des sites internet, assez peu, économiques, quelques-uns. Voilà. Alors on a aussi face à nous des journaux institutionnels, alors notamment des chambres de commerce, vous connaissez ici Plein Ouest, et de syndicats patronaux, MEDEF notamment, Entreprise 44 ici, à Marseille, ils ont un journal qui est pas mal fait, mais bon, c'est quand même le journal du MEDEF. Donc là, nous on se distingue en étant un vrai journal. Enfin, ils croient tous qu'ils sont des vrais journaux, faut pas leur dire, mais on a des vrais journalistes. C'est quand même le journal de la CCI, qui fait son boulot. Et je conteste pas l'utilité de ce genre de choses, mais c'est quand même l'actualité de la CCI et pas tout à fait de l'information indépendante. Alors la presse économique nationale, elle existe bien évidemment, mais elle est assez peu présente. On va voir des chiffres tout à l'heure. Peu présente en région, tant en diffusion qu'en couverture de l'actualité. On est beaucoup plus mauvais que les Échos globalement, mais en région on prétend être un peu meilleur. Voilà, pour tout vous dire. Voilà, je dis oui, comme la presse généraliste, la presse économique nationale est en fait très parisienne. Les chiffres de vente de la presse nationale sont en fait très parisiens et pas tellement régionaux. Alors nous,
notre cible, donc je l'ai dit, c'est les dirigeants, dans les 22 départements que nous couvrons. Donc on compte 80 000 entreprises de 10 salariés et plus, et 120 000 de moins de 10 salariés, mais tournées vers le service aux entreprises. C'est ça nos cibles principales. Donc ça fait à peu près 200 000 entreprises. C'est ça notre cible. Hein, donc on ne sera jamais un journal grand public. Notre cible, c'est d'atteindre le mieux possible ces 200 000. Et je l'ai dit tout à l'heure, on est à une diffusion aujourd'hui de 100 à 120 000. Hein. Donc pour situer, j'ai parlé de la Bretagne et Pays de la Loire. Donc ça fait à peu près 29 000 entreprises ciblées par notre diffusion. Je vais passer là-dessus. C'est simplement pour rappeler que les entreprises, la majorité de nos tissus économiques est composée de petites entreprises. Hein. Là, sur ce tableau, le tableau nous indique que 73% des entreprises font moins de 7,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Hein. Voilà le tissu économique de nos régions. Hein. Alors c'est toute la question après de savoir effectivement si ces entreprises grandissent suffisamment vite. Vous avez entendu parler peut-être des entreprises de taille intermédiaire, les ETI. Nos amis allemands en ont plus que nous, paraît-il, et que le problème de nos PME, justement, est de ne pas arriver à grossir suffisamment et pour pouvoir emporter des gros marchés, notamment à l'étranger. Bon, ça c'était un autre débat. Donc, mais le tissu économique, c'est ça, hein, c'est des petites et moyennes entreprises. Alors, pour vous donner quelques chiffres rapides, hein, j'ai comparé ici, par exemple, le journal des entreprises, les Échos, la Tribune. Alors, la Tribune, évidemment, c'est l'ancienne formule de la Tribune quand il était quotidien. Puis, les chiffres doivent dater, évidemment, un peu. Mais c'est pour vous donner des ordres d'idées. Hein, Loire-Atlantique, on diffuse à peu près à 6000 exemplaires, nous. Les Échos, 1621, et la Tribune, à l'époque, 1132. C'est pour vous donner un ordre d'idée de l'impact en fait, des journaux nationaux par rapport à un journal local. Donc voilà, une autre façon de le lire en Pays de la Loire, l'entreprise, 4654 lecteurs. Alors dans les départements que nous couvrons, c'est pas la totalité du truc. Donc 15 000 lecteurs chez nous et en Bretagne, 20 000. Je passe là-dessus rapidement, c'est pour vous donner quelques chiffres sur les magazines économiques qui sont à plus de 100 000 exemplaires. On s'aperçoit que le patrimoine intéresse beaucoup, visiblement. Le particulier, mieux vivre votre argent, le revenu mensuel, le revenu hebdo, tout ça c'est tourné vers le patrimoine, la fiscalité et autres, ça marche bien visiblement. Et les Capital, Challenge, l'Expansion, Management, Enjeux, les Échos, Alternatives économiques, qui sont des magazines économiques. Voilà, ont des diffusions nationales. Voilà. Je vais passer rapidement parce que là aussi, c'est redire la même chose. C'est que la cible de nos dirigeants, à 15%, électrise des Échos. En dehors de la région parisienne. Bon, on va passer rapidement là-dessus. Bon, alors, discussion sur en gros, la presse. La presse demain. Et puis, le mieux, c'est que j'écoute vos questions, que j'essaye d'y répondre. Je pense que la presse doit se remettre en cause. Enfin, elle est remise en cause par nature, parce que la sanction économique est là et que il y a parfois des remises en cause qui sont douloureuses, mais c'est vrai qu'on est dans une période assez difficile pour la presse. Je crois que vous avez déjà eu l'occasion de débattre et de réfléchir là-dessus. Hein. On est évidemment à un moment de bascule, de mutation, et que à peu près tous les groupes de presse au monde se cherchent, ne savent pas trop vers quoi ils vont. Le numérique les impacte beaucoup. On est comme les autres, on se dit il faut y aller. Et puis on se dit qu'on y va, mais on ne sait pas comment, on ne sait pas ce que ça va nous rapporter. C'est ça la grande inquiétude. On sait que le web et tous ses supports est évidemment incontournable. Vous êtes nombreux certainement ici à avoir un smartphone qui reçoit de l'information en continu ou sur votre ordinateur. Vous avez tout ce qu'il faut comme information en continu. C'est clair que c'est une offre que nous ne pouvons pas oublier. Alors j'allais dire surtout dans notre lectorat, décideurs économiques, quand je suis avec un groupe de décideurs économiques, ils ont tous
le smartphone branché en permanence pour leur mail, pour l'info. Donc ce serait impensable de notre part de ne pas être présent là-dessus. Donc c'est notre chantier actuel important. Il faut répondre à ce défi qui va encore évoluer parce qu'on découvre tous les jours des nouveaux supports. Et peut-être que demain, on va revenir à un papier qui sera plus tout à fait un papier, qui sera une espèce d'écran tactile. Peut-être que les images s'animeront sur votre journal, il sera connecté sur Internet. Et je dis pas des absurdités, c'est des choses qui sont en train d'être étudiées. Donc voilà, ça, on va peut-être revenir à un papier, peut-être un peu différent, mais ce sera plus vraiment des écrans. Mais bon, voilà. Donc il va falloir vraiment se réinventer en permanence. Mais d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on observe dans l'économie. On a une économie dont les cycles s'accélèrent beaucoup. Quand j'ai commencé à faire les premiers papiers sur les entreprises, les chefs d'entreprise me disaient « Oh là là, à 2-3 ans, on voit pas clair, pas simple. » Puis après, c'est devenu 1 an, puis maintenant, c'est 6 mois, voire 3 mois. Les chefs d'entreprise n'ont plus de visibilité à long terme. Et ça, c'est vraiment très difficile à gérer. Je crois qu'il faut se dire qu'aujourd'hui, on n'aura jamais plus de visibilité. Donc ça veut dire qu'il faut organiser l'entreprise en fonction. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit mobile, souple, réactive pour pouvoir réagir au moindre truc. Alors, dans le web, vous avez des trucs qui ont explosé en 6 mois et qui sont morts au bout de 6 mois après. Comment s'appelait ce site qui existe toujours, mais on n'en parle plus, c'est Second Life, je crois. Second Life qui a fait un carton incroyable. Fallait être sur Second Life, fallait avoir un avatar là-dessus, etc. Qui en parle aujourd'hui, Second Life? C'est terminé, ça existe, mais Facebook est arrivé, peut-être que Facebook dans 6 mois sera mort, j'en sais rien. C'est un monde extrêmement mouvant. Donc je crois que ça a été dit dans une des contributions, je ne sais plus si c'est Walter Bouvet, je crois qu'il est dans une de ses interventions, dans votre document, réfléchir sur la presse à 30 ans, dit mais attendez, revenons en arrière il y a 30 ans, est-ce qu'on aurait imaginé ce qui existe aujourd'hui? Non, c'était impensable. Donc c'est très difficile. Donc on est obligé d'avancer sans savoir où on va. Ouais, le web, il faut y aller, ok, mais nous on sait aujourd'hui que le papier nous fait gagner notre vie. Parce que la publicité sur le papier vaut 10 à 20 fois plus cher que la publicité sur le web. En même temps, le web coûte moins cher à fabriquer. Mais aujourd'hui, on n'a pas la martingale. Enfin, les sites pure player, indépendants d'information, ne vivent pas aujourd'hui. Même Mediapart, qui a réussi à conquérir un certain nombre de données, il espère arriver à l'équilibre prochainement. Mais on n'y est pas. Donc les sites d'information, souvent ils sont adossés à déjà un groupe de presse qui existe, où ils ont trouvé des activités annexes. Donc c'est vraiment ça une problématique économique. On sait qu'il faut y aller, on sait que c'est évident, que les supports vont se développer, mais il faut arriver à trouver le modèle. Nous, aujourd'hui sur notre site, on a une partie d'information qui est payante, une partie gratuite. En gros, on a réservé le payant à ce qui nous apparaît plus, ce qui nous est propre. C'est-à-dire que la vie des entreprises, ça, si vous n'êtes pas abonné, vous n'y avez pas accès, ou alors vous payez en ponctuel. Mais donc l'abonné a accès à tout, bien sûr. Mais voilà, le reste, on le laisse ouvert. Et dans le site qu'on va développer prochainement, on va augmenter la partie payante. Donc ça veut dire que probablement on va diminuer un petit peu l'audience parce que voilà, on peut pas avoir les deux. On peut pas avoir un site payant et un site avec beaucoup d'audience, ça marche pas malheureusement. Mais et puis par ailleurs, pour faire du payant, on va accroître l'offre d'information. Notre projet, c'est puisqu'on est mensuel, ça c'est nos groupes lecteurs qui nous l'ont dit. Ils nous disent vous êtes géniaux, super, parfait, vachement bien le JDE, tout ça, mais vous arrivez que tous les mois. Un peu juste, quoi. Donc je complète avec la lettre API, je complète avec la lettre APS, MPS, bref, Rhône-Alpes, etc., etc. Et donc là, ça va être notre prochain développement, c'est de se développer justement développer un flux d'actualité permanent sur le site qui se dupliquera sur un site mobile, sur des applis, et puis qu'on va dupliquer aussi sur des newsletters régionales.
On va progressivement développer des newsletters régionales pour pouvoir garder un contact avec nos lecteurs en permanence en fait au quotidien. Parce que en fait, ils nous oublient en fait d'un mois à l'autre. Ah ouais, c'est vrai que c'est super, c'est là. Puis ils nous ont oubliés au bout d'un mois. Donc voilà, il faut être présent auprès de nos lecteurs encore plus quoi. Et puis on va développer aussi des systèmes d'alerte, des systèmes de newsletters personnalisés, etc. pour offrir un service supplémentaire. Il y a des services qui ont développé l'API aussi, qu'on regarde avec intérêt, on discute avec eux sur développer des services supplémentaires sur de l'information d'entreprise, des fiches d'entreprise, etc. pour offrir une offre d'information beaucoup plus ciblée, beaucoup plus personnalisée. Parce que ça, c'est l'un des enjeux aussi du web, c'est que les supports offrent une capacité au lecteur, entre guillemets, ou à l'internaute, de capter l'information qu'il veut. C'est l'information, c'est un enjeu très fort, ça, à mon avis, l'information personnalisée. Hein. Je peux construire mon journal à moi, je peux construire mon information. Et si je suis dans l'économie, je suis intéressé par Nantes parce que mon entreprise est basée à Nantes, je suis dans l'agroalimentaire, mais j'ai une filiale à Marseille, donc tout ce qui passe à Marseille m'intéresse. Et puis j'ai une autre entreprise qui s'occupe de plasturgie, donc voilà, je compose mon menu. Puis par ailleurs, je suis, je sais pas quoi, chasseur, donc je vais aller chercher ailleurs. Voilà, c'est ça l'information. Et avec les outils logiciels, avec les outils du web, on peut composer son propre menu. Ça, c'est à mon avis l'un des enjeux fondamentaux du web. Il faut arriver à répondre à cette offre vraiment, comme on dit, one-to-one, personnalisée. Alors donc sur les défis, vous me dites s'il faut que j'arrête. Alors, quelques mots. Alors, oui, voilà. Oui, je parle de remise en cause de la presse. Je pense qu'elle doit se remettre en cause, effectivement, réanalyser en permanence. Ne pas oublier que sa presse est un marché, qu'aucun journal n'a le droit d'être vivant éternellement. Les lecteurs le décident. Hein. Presse Océan est mort, Paris-Normandie est en train de mourir. Donc, voilà. Nous autres médias, nous savons que nous ne sommes pas, nous sommes mortels, comme dirait l'autre. Alors le web, j'ai pas de défi économique, j'en ai pas mal parlé. Défi journalistique parce que on a l'habitude de dire nous que on est journaliste, on n'est pas imprimeur. Donc peut-être que demain le papier disparaîtra, mais le métier de journaliste demeurera. Et de plus en plus fondamental parce que justement le web offre une profusion d'informations en tous sens, d'informations ou de non-informations ou de rumeurs ou de n'importe quoi, et que le métier de journaliste devient de plus en plus important et que l'assurance, la réassurance du lecteur est de plus en plus importante. Il faut rassurer l'internaute pour dire ce site-là, j'ai confiance, je peux y aller dessus, c'est du pro, c'est voilà. Moi, je rêve de site internet qui soit labellisé par la commission de la carte des journalistes, par exemple. Et voilà, poum, un tampon, on valide. C'est un site qui est fabriqué avec les principes, les méthodes journalistiques, les bonnes méthodes journalistiques, la bonne déontologie journalistique, et par des journalistes professionnels. Ça, moi, j'aimerais bien qu'il y ait des sites qui apparaissent avec un tampon, un label officiel. Parce qu'on a évidemment tout et n'importe quoi. Hein, des blogueurs qui diffusent de l'information et en même temps de l'information biaisés parce qu'ils sont payés par un tel annonceur pour faire la promo de leur truc, les rumeurs à la noix, enfin vous avez évidemment tout quoi. Et vous avez le problème c'est que tout se vaut sur internet, c'est un peu ça le problème, c'est que alors dans le domaine économique, c'est ce que je dis aux entreprises, c'est que vous avez un jour un salarié qui vous a quitté, vous l'avez viré, ça s'est mal passé et il va salir la réputation de l'entreprise. Enfin, en tout cas, c'est un risque. Donc, il faut pouvoir le savoir hein, et éventuellement répondre. Donc voilà le défi. Donc un défi de qualité, je pense, c'est très important. Le défi de la qualité, le défi du journalisme sur Internet. Voilà, je crois que je vais arrêter là et puis je vais répondre à vos questions. Je crois le plus simple. Est-ce que j'ai... Oui, voilà, c'est fini. Merci de votre attention. Et puis, j'attends vos questions. Voilà.
Merci beaucoup. Je vais ouvrir le débat avec deux questions, une très terre à terre et puis une seconde un peu plus vaste. Vous preniez l'exemple tout à l'heure de 6000 lecteurs en Loire-Atlantique. Est-ce que la spécificité du format mensuel en fait et du journal qui s'adresse en priorité aux entreprises, est-ce que vous avez une idée en fait du nombre de mains entre lesquelles passe chaque exemplaire, chacun des 6000 exemplaires. Ouais. J'imagine que quand le journal arrive dans une extrêmement... entreprise de 10 salariés, il y en a peut-être 3 ou 4 pendant le mois qui le lisent. Oui, alors vous avez deux attitudes. Il y a le journal qui circule énormément, qui est diffusé, photocopié, voilà. Et puis vous avez le journal qui arrive chez le patron, et puis le patron se le garde et l'emmène en week-end et le montre à personne. Il y a aussi ça. C'est un débat éternel dans la presse, combien de lecteurs on a derrière. Parfois on voit des chiffres complètement fantaisiste. On a 5-6 lecteurs par journal vendu. Je demande à voir. Donc, très honnêtement, on n'en sait rien. On a peut-être une moyenne, peut-être de 2-3 lecteurs en moyenne, mais c'est au feeling que je vous dis ça. D'accord. Et deuxième question, les spécificités en fait de la presse économique. Est-ce que à l'ère des défis numériques, c'est pas quelque chose qui vous protège en vous disant que professionnellement, votre cible aura de toute façon besoin de cette information? Alors, je pense qu'effectivement, il y aura toujours besoin d'informations économiques. Et j'allais dire de plus en plus, comme ce que je disais tout à l'heure, dans un monde qui est très incertain, l'information, c'est un peu le GPS de l'entreprise. Hein. C'est le carburant et le GPS de l'entreprise. Une entreprise sans information, elle meurt. Hein. Et donc, dans un monde très mouvant, c'est effectivement de plus en plus important. Et on voit d'ailleurs que la presse économique marche pas trop mal, la presse spécialisée, on va dire, et professionnelle. La Tribune, c'est raté. La Tribune n'a jamais gagné d'argent, jamais. Malheureusement, c'était un bon journal hein, qui s'est renouvelé avec ses différents propriétaires. Bon, ça n'a pas marché. Mais globalement, la presse économique et la presse professionnelle va plutôt pas mal. La presse spécialisée va plutôt pas mal. Donc a priori, je pense pas inquiet sur les défis. Voilà, alors il faut quand même répondre aux défis. Alors je le disais sur le web, parce qu'effectivement on a un lectorat qui évolue et qui demande autre chose. Donc il faut pouvoir y répondre. Et puis il y a peut-être encore plus d'exigences. C'est-à-dire que on a vu se développer, notamment ici à Nantes, une boîte comme Vecteur Plus, qui est une extraordinaire machine à produire de l'information, donc totalement professionnelle. En gros, ils ramassent tous les appels d'offres, les annonces légales et même les projets de telle mairie au fin fond du Lot-et-Garonne, le projet de gymnase, ils le renseignent, etc. Et ça, cette information-là est mise en paquet, servie avec des logiciels informatiques toutes les nuits à leurs clients. Et c'est 200 personnes, hein, Vecteur Plus. C'est le leader français de la veille économique. Hein, c'est à Bougnay. Ils ont racheté tous leurs concurrents ou presque. Et ils sont maintenant dépendants du groupe Moniteur. Et c'est d'ailleurs un rôle, on se dit, pourquoi la presse locale n'a pas réussi à saisir ce marché-là. Finalement, ils sont rachetés par la presse, finalement, mais la presse avait un marché. Et on voit bien de l'info utile pour l'économie, pour les entreprises. Alors ça marche, quoi. Les chefs d'entreprise, ils font un calcul très simple. L'abonnement au journal des entreprises, il vaut 75 €. La lettre API, ça vaut 600 €, 500 €, 600 €. Le raisonnement chez l'entreprise, est-ce que cet abonnement-là, je le rentabilise? La lettre API, 600 €, ok, on a fait un test. J'ai un chef d'entreprise qui m'a dit ça, on a fait un test. J'ai eu 4 affaires dans l'année. Ça me suffit, ça me rembourse mon abonnement. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est l'information très B2B, très opportunité d'affaires. Donc je pense qu'effectivement, on n'a pas trop d'inquiétude à se faire, mais je pense d'une manière générale, dans les autres domaines, c'est pareil. On voit quand même des belles réussites de presse aussi, un peu dans pas mal de domaines. Donc je pense qu'il faut se remettre en cause, mais je pense qu'il y a des opportunités. Merci. On va vous laisser la parole. On a 2 questions ici. Je vais vous interroger non pas sur l'activité de journalisme, mais sur ce qu'elle vous permet de voir. Donc vous êtes un observateur particulièrement bien placé de la vie économique, de la vie des entreprises. Ma question est, comment jugez-vous l'activité économique, l'activité des entreprises sur la Loire-Atlantique, sur la métropole, par rapport aux 22 autres départements que vous couvrez,
sous l'aspect, par exemple, de la résistance à la désindustrialisation? Un vaste sujet. Alors, c'est vrai qu'on nous pose la question assez souvent. On dit, vous qui êtes dans l'entreprise, alors la crise, qu'est-ce que vous en pensez? Et on a beaucoup de mal à y répondre, en fait, parce que d'abord, on n'a pas une vue très globale non plus. Hein. On voit un certain nombre d'entreprises, mais on ne les voit pas toutes. On ne peut pas contester les chiffres qui font état de difficultés ici ou là. Mais c'est vrai que l'impression qu'on en ressort, c'est quand même un extraordinaire dynamisme. Alors, globalement, en France, partout, j'arrête pas d'interroger des chefs d'entreprise qui me disent, alors vous, la crise, moi ça va, j'ai fait plus 30, tout va bien. Et c'est un peu tout le temps ça, quoi. Et là, c'est très surprenant parce qu'on se dit, mais il y a une schizophrénie quelque part ou quoi, ou alors on n'est pas dans les bonnes entreprises ou je sais pas quoi. Mais il y a beaucoup de PME, ça va bien. Alors là où j'ai du mal à vous répondre, c'est comparer le département ou la métropole par rapport à d'autres. Alors d'abord, je vous explique, je suis plus malheureusement tout à fait sur le terrain. Je supervise, mais je ne suis pas vraiment les mains dans le cambouis du tissu économique, malheureusement, pas suffisamment. Ce que je ressens, mais ça, c'est connu de tout le monde, c'est qu'on est quand même dans un territoire qui est dynamique quand même, hein, qui profite pour X raisons d'apport de population, d'un dynamisme local, d'un tissu économique diversifié, où l'industrie est relativement présente, et ça, vous le savez, et ça porte. Et on reparle de plus en plus de l'industrie et de l'importance de l'industrie pour baser une économie. On a dit longtemps, les Asiatiques et d'autres vont produire, et puis nous, on est vachement intelligents, on va concevoir. Mais ils sont aussi intelligents que nous, ça, on est en train de le découvrir, et que produire ailleurs et nous concevoir, ça marche pas, ça. Donc il faut qu'on ait tout, qu'on produise et qu'on conçoive. Donc on a cette chance ici d'avoir un tissu très diversifié. Alors ça, c'est quand même une sacrée force. On a un bon niveau de compétences, un territoire qui est plutôt pas mal desservi. Voilà, on a quand même beaucoup d'atouts. Hein. Et puis, on a une métropole. La taille, et ça j'y crois beaucoup, la taille importe beaucoup. On voit bien qu'aujourd'hui, ce qui accroche les développements, c'est les métropoles. Hein, c'est les villes. Voilà. Après, toutes les structures départementales, régions, pour moi, ça a son importance, bien sûr. Hein. Enfin, je crois que le département, à mon avis, on pourrait supprimer, mais bon. Enfin, on peut garder la carte territoriale. Il y a deux tweets qui sont partis là depuis tout à l'heure. Presse Océan est mort et les départements n'ont plus beaucoup d'avenir. Je vais faire des amis, moi. Ouais, mais j'ai l'habitude de parler franchement, donc je vous lis. Donc voilà, j'ai un peu de mal quand même à situer, mais enfin, je pense que le territoire a vraiment des atouts et qui s'en sort pas si mal finalement. Hein. Et puis je crois aussi, il y a aussi, c'est important, c'est pas tout à fait économique, mais c'est très lié, c'est qu'il y a une unité de décision et de volonté. Hein. Je peux vous dire que quand on est arrivé à Marseille pour implanter le journal à Marseille, j'étais frappé de cette très grande métropole, très puissante, mais c'est un souk innommable. Il n'y a aucune unité de décision, tout le monde se tire la bourre, département, mairie, région, machin, il n'y a aucune unité, c'est incroyable, aucune volonté commune. Un résultat, rien de ça, ou presque, quoi, à part leur projet Euroméditerranée, qui est un projet d'aménagement urbain, mais un peu costaud, mais alors qu'à Lyon, je peux vous dire que c'est autre chose. Je peux vous dire que ça bouge à Lyon. Ils ont la taille, alors autrement plus que la nôtre encore, et une ambition forcenée. On le voit aussi beaucoup à Lille. Et là, c'est tout le monde ensemble. Hein. Tout le monde ensemble. Politique, économique, tout le monde travaille dans le même sens. Et j'étais à Lille il n'y a pas très longtemps, et voilà, il y a patron d'une grosse boîte, 5000 personnes, plus président d'un club de chefs d'entreprise. Il dit, nous, on n'arrête pas. Alors, on a des projets, toc, toc, je vais voir Martine, et puis on s'arrange, vous êtes OK, on peut travailler là-dessus, toc, toc, ils avancent, quoi. Et avec des ambitions forcenées, quoi. C'est sûr que à ce niveau-là, je trouve que Nantes, c'est aussi un effet de taille. On est un peu en arrière de la main là-dessus. Hein. Sur l'international, par exemple, sur l'innovation, sur tout un tas de choses comme ça. C'est sûr que... Alors, mais la taille fait beaucoup. Hein. Est-ce que c'est de la faute de Nantes d'être plus petit? C'est comme ça. C'est vrai que Lyon, Lille, bon sang, ils ont une puissance. Hein. Et ça avance. Hein. Et André Breteau, j'avais deux questions. Malheureusement, ils ont perdu un peu de leur acuité parce que
Vous avez répondu en partie à l'une d'entre elles, et puis la deuxième a été évoquée à l'occasion de la question de notre président de commission. Donc la première, c'était de savoir si la périodicité que vous avez retenue n'était pas un handicap. Vous l'avez évoqué en disant que vous étiez un petit peu conscient et que vous avez apporté un palliatif par des informations plus rapides. Mais quand même, je me repose la question parce que ça vous cantonne, ce qui peut être un bien par ailleurs, à n'apporter que des articles de fond qui ne contiennent pas de scoop, mais qui apportent, c'est ce que vous recherchez. Mais si, on apporte des scoops, même mensuels. Des informations pour les entreprises. Donc, j'insiste pas trop là-dessus, mais quand même, je me posais la question de cette périodicité pour savoir si elle était la bonne et si un jour vous ne devriez pas en changer. Et puis la deuxième question, c'était dans l'environnement de proximité que vous avez défini comme champ d'application, enfin comme champ d'information de votre lectorat, quelles sont vos relations avec les collectivités territoriales ? Là aussi, on a en partie évoqué le sujet, qui sont d'importants donneurs d'ordre, les principaux donneurs d'ordre en matière de marché public, les régions, les départements, les communes et les communautés d'agglomération ou de communautés urbaines. Bien sûr, il y a toutes les informations que vous avez évoquées qui apparaissent dans des journaux spécialisés, que ce soit d'ailleurs dans la presse quotidienne pour les informations sur les marchés publics à venir ou attribués. Et vous, là, il y avait encore le handicap de la périodicité. Mais est-ce que vous pouvez trouver une solution pour avoir une information originale à partir des collectivités, même si les collectivités, notamment les plus importantes d'entre elles, ont leurs propres journaux d'information par lesquels elles font transiter des informations à caractère économique? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen, ou est-ce que vous allez... Enfin, en gros, quelles sont vos relations avec les collectivités territoriales pour essayer de trouver des informations originales qui proviennent de cette importante source d'information pour l'économie que sont les collectivités territoriales? Alors, sur la périodicité, c'est vrai que je vous l'ai évoqué au tout début, on était hebdo. On est vite passé au mensuel parce que... Alors, il y avait une raison qui était économique. Produire un mensuel, ça veut dire beaucoup de monde. Il faut pouvoir assurer, quoi. Bon. Donc, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, produire un hebdo, il faut beaucoup de monde, donc des charges lourdes, etc. Bon. Donc, on est passé mensuel, mais ça avait un intérêt. C'était volontaire parce que je préfère un journal qui arrive un peu moins souvent sur le bureau du patron, mais qui est lu, plutôt qu'un journal qui arrive très fréquemment et qui reste sous son blister. Parce que là, au bout d'un moment, chez l'entreprise, bon, j'ai pas le temps de le lire, de toute façon, voilà. Bétarier, je suis abonné, par exemple, à Challenge depuis des années. Ils ont été quinzomadaires pendant longtemps, et puis depuis, je sais plus combien de temps, 2 ans, ils sont hebdomadaires. Et j'ai un peu de mal à assurer la lecture de l'hebdomadaire. Donc, ça a un intérêt. Et puis, ça a un intérêt, effectivement, de pouvoir se poser un peu sur l'information. On en a un tout petit peu parlé avec Philippe Audic tout à l'heure. Entre nous, le web et la profusion du web a du bon, parce qu'effectivement, on a en permanence de l'information, à la seconde près, on l'a. Donc c'est bien d'un certain côté, mais en même temps, on le vit tous, cette saturation d'informations nous pousse de temps en temps à se dire mais il faut qu'on se pose, il faut qu'on analyse, il faut qu'on approfondisse un peu. Et il y a ce besoin qui apparaît. Il y a ce besoin qui apparaît d'approfondir. Et donc un mensuel est bien pour ça, pour approfondir, se poser un peu. La newsletter API va donner 5 lignes sur l'information essentielle. Telle boîte investit 10 millions dans une nouvelle ligne de production. Et nous, on va décortiquer la stratégie de l'entreprise. Pourquoi elle fait cette ligne de production? C'est pour atteindre des marchés, je ne sais pas quoi, en Chine. Et que voilà, bon. On développe le truc. Et puis, des dossiers locaux où on va pouvoir là encore se poser et décortiquer un petit peu. C'est vraiment notre travail de fond actuellement avec le rédacteur en chef d'essayer d'améliorer justement notre capacité à analyser. Moi je dis souvent aux journalistes, mais vous êtes à une position extraordinaire quand même sur un territoire. Vous savez tout ce qui se passe, vous connaissez tous les décideurs, vous connaissez tous les projets. Vous avez non pas à donner des leçons, mais à aider votre lecteur à comprendre le territoire comme vous le comprenez. Et ça, c'est très important. Alors voilà, il faut les deux. Il faut la rapidité, mais il faut aussi le retour. Je parlais tout à l'heure avec Philippe d'une revue étonnante qui s'est créée il y a quelques années, qui s'appelle 21, qui est quasiment un bouquin en fait. Pas de pub, pas de photos, des textes longs, enfin tout l'inverse de ce qu'on fait dans la presse aujourd'hui. C'est un bouquin comme ça se vend 15 €, c'est horriblement cher, et ça marche bien. C'est vendu uniquement en librairie d'ailleurs, c'est étonnant. Et c'était fondé par des types qui étaient des grands reporters. Et voilà, il y a eu du reportage, il y a du texte. Et comme quoi,
ce truc-là marche bien, ça veut dire qu'il y a une demande. Alors, ça ne fait pas 100 000 exemplaires, mais ils arrivent à en vendre suffisamment pour pouvoir en vivre bien, correctement en tout cas. Et ça veut dire qu'il y a, voilà, comme toujours, à côté de la grande distribution, on a dit la grande distribution va tuer tous les petits commerces, etc. Puis on s'aperçoit, après quelques années d'adaptation, qu'on a vu réapparaître des épiceries fines, des épiceries de quartier, vraiment des artisans, la grande distribution a créé un autre besoin. Et probablement que les grands flux d'informations vont créer aussi des besoins de petites boutiques à côté, quoi. Voilà. Je pense que les deux. Alors sur les collectivités locales, on a des relations avec les collectivités locales comme avec tous les faiseurs, les décideurs politiques. Alors plus ou moins en fonction de leur implication dans l'économie. Les régions sont évidemment plus nos interlocuteurs parce que c'est eux qui maîtrisent le plus la politique économique. Et puis les métropoles. Entre les deux, les conseillers généraux sont évidemment moins intervenants en économie. Ça dépend un peu des départements. Ça dépend souvent de l'action d'un président. Mais bon, les départements un peu moins, effectivement. Hein. Mais les régions et les agglos, les villes, oui, davantage. Alors, l'information, c'est difficile de l'avoir de l'information plus vite que les autres. Alors, on essaie de la faire mieux, peut-être de l'analyser un peu différemment, et puis de l'avoir à notre sauce. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que sur une même info produite par le Conseil régional des Pays de la Loire, Ouest France aura sa façon de traiter l'info et nous la nôtre. Je ne sais pas, c'est comme souvent sur un certain nombre de projets, un journal grand public va parler par exemple de 50 embauches. Nous, les 50 embauches, on va les citer, mais ce n'est pas tellement ça qui nous intéresse. C'est pourquoi il y a 50 embauches et dans quel but et quoi, et quelle est la stratégie de la boîte derrière, etc. Vous voyez, comprenez, il y a un langage différent en fait. Oui, Jean-Claude Charrier. J'avais envie de poser deux questions. Une question d'abord un peu générale. Vous avez souligné le peu d'appétence des Français pour l'économie. Et je penserais même plutôt d'ailleurs pour l'entreprise. Il y a vraiment, et à la limite, je veux dire, si on est peu nombreux aussi aujourd'hui, c'est que, voilà, même dans notre cercle, ça se témoigne, quoi. Ça apparaît. Donc, quelle analyse vous faites un petit peu de ce phénomène? Est-ce que c'est lié à un système éducatif qui est cloisonné par rapport à l'entreprise, etc. Enfin, je sais pas, voilà. C'est la première question que je souhaite vous poser. La deuxième question, mais qui déborde un peu de ce sujet-là, c'est les journalistes que vous recrutez. Qu'est-ce qu'ils ont comme formation en matière d'économie? Quelle qualité vous exigez d'eux? Parce que j'avais en tête, là, parce que nous recevons après-demain, d'ailleurs dans ces locaux, là, Jean-Marie Charon, qui est un grand spécialiste des médias, et dans son livre, il faisait apparaître une enquête sur les journalistes dans le domaine économique et financier. Et il faisait apparaître que 52% ne croisent pas leurs sources, 41% ne vérifient pas un chiffre, et 47%, c'est-à-dire presque 1 sur 2, ne savent pas lire un bilan, ne savent pas lire les comptes d'une entreprise. Donc voilà, vous journalistes, je suppose qu'ils ont une valeur ajoutée qui est supérieure, mais comment est-ce que vous les recrutez et que vous les formez le cas échéant? Oui, alors les journalistes, effectivement, il existe assez peu de formations. Je crois qu'il y en a peut-être une et demie en gros, de formation de journalistes économiques. Hein. Alors nos journalistes, ils sont issus de formations extrêmement variées en fait. On a des gens qui ont fait de l'histoire, Sciences Po, du droit, peut-être un peu d'économie. Enfin, en général, à Sciences Po, ils ont un petit cursus économique. Mais bon, en fait, ce qu'on a recruté, c'était en photo des journalistes de terrain. Donc beaucoup ont fait de la locale avant. Du journalisme local, parce que voilà, on veut des gens qui soient sur le terrain, des gens qui mettent les mains dans le cambouis, qui vont voir les gens et tout ça. Et beaucoup, en fait, on les a formés. On les a formés justement, vous parliez de la lecture d'un bilan, découvrir un petit peu les mécanismes économiques au moins de base, quoi. Et puis petit à petit, au bout d'un moment, ils deviennent un peu spécialistes. Mais ceux qui sont venus chez nous, ils avaient quand même au moins un intérêt pour la matière. Hein. Ceux qui ne s'intéressent pas à ça, ils ne sont pas venus chez nous et c'est normal. Hein. Donc ce niveau de formation, il l'acquiert petit à petit et il l'acquiert un peu. Il l'avait déjà un peu. Certains ont été spécialisés déjà, mais pas beaucoup. Pas pour la plupart. Alors j'ai oublié la première question que vous me posiez, pardon. Le peu d'intérêt, d'appétence des Français. Pour l'économie. Oui, alors c'est très paradoxal parce qu'en fait, quand vous posez la question aux Français, c'est un peu la schizophrénie. C'est
oh là là, les entreprises, l'économie, oh là là, j'aime pas. Mais alors votre boîte, ah oui, ma boîte c'est pas pareil, c'est pas mal. Puis les rapports avec le patron sont pas mauvais. Les enquêtes sont assez distordues là-dessus, c'est assez marrant. Au niveau proche, ils apprécient plutôt leur boîte globalement. Et au sens large, globalement, alors là l'économie, il s'en méfie. Et l'économie et l'entreprise, ils s'en méfient. C'est très paradoxal. Très paradoxal. Est-ce que c'est de la culture? J'en sais rien, de mes connaissances de l'économie ou quoi. Je pense qu'il y a un problème de formation. Alors, vous évoquez l'éducation nationale, mais peut-être que oui, il manque effectivement un petit bout de formation, un petit bout d'ouverture. Mais c'est mutuel. Hein. Les entreprises ne souffrent pas beaucoup à l'éducation et l'éducation ne souffre pas beaucoup à l'entreprise. Je pense qu'il y a effectivement un travail à faire des deux côtés. Hein. Il y a des choses qui se font quand même. Il y a des choses. Il y a des profs qui emmènent leur classe en entreprise. Il y a des chefs d'entreprise qui viennent en classe expliquer ce qu'ils font, etc. Mais pour encore certains enseignants, oh là là, on ne touche pas à ça. Surtout pas un chef d'entreprise dans ma classe. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être quelque chose qui tient aussi aux médias, enfin la façon dont les médias abordent un certain nombre de problèmes? Enfin, je fais le parallèle, si vous voulez, grosso modo, aux enquêtes qui disent que quand on demande aux gens si pour eux ça va, en général, il y a des taux qui sont extrêmement élevés, 80% à peu près. Par contre, les autres, alors là, ça ne va pas effectivement. C'est toujours la schizophrénie que j'ai évoquée tout à l'heure. C'est assez paradoxal. Je pense que ça déborde sur l'ensemble de la société, ça, un petit peu. Oui. Mais oui, c'est un peu ça. C'est un peu c'est un peu la sinistrose générale, quoi. Voilà, on peut le comprendre, hein, qu'il y a une crise, il y a des gens qui sont touchés à ça. Mais c'est vrai que je pense qu'on en surajoute, effectivement, que les Français oublient qu'ils sont dans un pays riche, qui sont dans la 6e puissance mondiale, 5e ou 6e, je ne sais plus, qu'on a des atouts extraordinaires de compétences, de tissus diversifiés, on l'évoquait tout à l'heure, de pays aux voies de communication développées. Enfin, vraiment, on a quand même un certain nombre d'atouts extraordinaires. Et en plus, on a un atout dans le monde qui vient, qui est extraordinaire, c'est la créativité. Et ça, c'est un atout qui servira, à mon avis, énormément, qui sert énormément dans un monde en perpétuel renouvellement. Il faut être créatif. Et ça, si on pouvait utiliser Là, on vient de voir les chiffres des brevets en France, plus 5,8% de dépôt de brevets l'an dernier. C'est pas mal. 6e déposeur mondial de brevets, la France. Bon. On avait beaucoup baissé il n'y a pas longtemps. Oui. Non, mais bon, voilà. Bon. Moi j'avais une question et une remarque. Jean-Neuilly, pardon, Conseil de développement. La remarque, c'est que avec vos deux supports, le mensuel et le web, vous avez deux approches forcément différentes. Moi, je suis très frappé. Je regarde régulièrement la télé, le journal, soit sur France 24, soit sur Euronews. Enfin, je zappe, comme on dit, et puis un peu Internet. Je suis très frappé de voir cette espèce d'information tout à fait parcellaire, sans histoire, sans rien. On oublie toujours ce qui s'est passé la veille, ou alors ce qui s'est passé il y a 10 ans ou 15 ans, on n'en parlons plus. Alors que, avec votre information mensuelle, vous avez le temps de rattacher l'histoire. Pour les entreprises, j'entends, mais... Oui. Et ça, est-ce que vos journalistes savent faire ça? Parce que, pour avoir pratiqué en tant que chef d'entreprise pendant un certain nombre d'années, quelques journalistes, oh là là, le rapport était épouvantable, quoi. Parce que ce qui les intéressait, c'était tel incident, machin, etc., quoi. Alors que ça n'avait aucun intérêt. Alors on essaye effectivement d'essayer de relier voilà. Je dirais, l'actualité générale à une information. On essaye, c'est le conseil et le travail qu'on fait avec les journalistes de maintenir un niveau de culture économique suffisant pour pouvoir comprendre les mécanismes qui découlent dans une entreprise dans un ensemble plus vaste. Mais ça, je pense que c'est presque à chaque personne de faire ce travail de démarche, d'information. Parce qu'effectivement, on peut se contenter du journal de 20 heures. Et c'est ce que beaucoup de Français font. Souvent, moi, je suis intervenu dans des groupes comme ça. Ils me disaient, mais les médias, attendez, les médias, ça veut dire quoi? Comment vous informer? Quand vous commencez à poser la question aux gens,
Vous lisez un journal? Non. Vous êtes abonné? Non. Oui, c'est le journal de 20 heures. Oui, mais forcément, c'est insuffisant. Quand sur Et un alors, journal, pardon, excusez-moi de vous interrompre, mais quand sur un journal télé, sur France 2 ou France 3, par exemple, le journaliste vous dit une ânerie, alors si c'est une erreur involontaire, ça peut passer, mais quand c'est exactement le contraire de ce qui s'est passé il y a 15 ans ou 20 ans, personne ne compte, c'est insupportable. Bien sûr, mais cela dit, même à la télévision, où il peut y avoir effectivement une bêtise qui va être dite dans un journal, vous avez aussi des magazines très bien faits qui vont pouvoir aborder les choses plus au fond. Même à la télévision, il y a des très bons travails de fond qui sont faits aussi. Et puis évidemment, à chacun de compléter l'information, quoi. Ça, mais l'erreur est humaine. Vous savez, nous journalistes, on est imparfaits. C'est le côté ponctuel. Ouais. C'est le bazar, quoi. C'est le bazar, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est une bonne chose d'une certaine manière parce que vous avez des flux continus que vous n'aviez pas autrefois. Vous êtes au courant immédiatement de ce qui se passe à l'autre bout du monde. C'est quand même un progrès. Alors en même temps, évidemment, il y a un flux incroyable à gérer aujourd'hui. Et c'est ce phénomène de saturation qu'on vit tous. Alors, il suffit je me suis mis sur Twitter il y a quelques mois. Alors, c'est une catastrophe parce que ça déboule à toute vitesse. Il y a des jours où je fais des breaks pendant 2-3 jours parce que c'est infernal, quoi. Et puis, c'est addictif, quoi. Enfin, voilà. Mais c'est à gérer, c'est pas évident. Vous avez raison. Alors, on a un peu évoqué le sujet tout à l'heure. C'est un peu plus précis, il y a plus un focus. Vos rapports, vous en avez un peu parlé, avec Plaine Ouest, avec la Chambre de commerce, parce qu'ils sont des côtés départemental, il y a un côté information. Alors, c'est vrai que Plaine Ouest a évolué, mais on a de très bons rapports avec la Chambre de commerce et comme avec toutes les chambres de commerce en France. Hein. C'est souvent les DIRCOM des chambres de commerce qui nous ont vu arriver avec une grande peur. Il y en a encore un en France qui a encore peur de nous, mais deux. Non, mais voilà, c'est pour l'anecdote. Mais enfin, les DIRCOM des CCI avaient leur petit journal. Ils disent, oh là 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 là, il y a un journal économique qui arrive, il va marcher sur mes plates-bandes. On avait beau leur dire qu'on faisait pas le même métier, il y avait une place pour tout le monde et que voilà. C'est pour l'anecdote, mais ça se passe bien avec les chambres de commerce parce qu'on a besoin d'elles. Elles produisent de l'information, elles sont en contact avec les entreprises, et donc elles participent à des projets collectifs. Par exemple ici, l'aéroport, futur aéroport du Grand Ouest, ils sont partie prenante. Ils sont vraiment au cœur d'un certain nombre de trucs. Donc on les suit. Mais j'allais dire comme on suit d'autres institutions, le Conseil régional, le MEDEF et tout un tas d'institutions X ou Y, des agences de développement, etc. Quoi. On essaye toujours de garder aussi notre distance. Et puis par ailleurs, ils ont leur journal Plaine Ouest. Et qui, comme dans d'autres CCI, a sa raison d'être. C'est-à-dire que la CCI, on préférait à la limite qu'ils prennent des pages chez nous de publicité, pourquoi pas. Mais bon, une institution comme une CCI doit avoir un bulletin d'information et c'est normal. Voilà, donc les rapports sont très bons, puis on les connaît très bien, donc il n'y a pas de problème. Et je me suis souvent servi, moi, dans d'autres régions, des rapports qu'on avait avec les CCI, même arrivé d'appeler Jean-François Gendron pour dire j'ai un petit problème avec un président de CCI, est-ce que tu peux pas l'appeler, quoi. Et voilà, pour régler des problèmes idiots, des choses comme ça. Donc ça se passe très très bien, ouais. Est-ce que vous Jean-Claude, craignez... un petit instant, s'il te plaît. Vu que l'heure passe, juste pour faire un tour des éventuelles questions qui resteraient. Alors, du coup, on a Jean-Claude, Philippe, et puis je voulais vous demander si vous craignez l'open data, c'est-à-dire l'ouverture des données publiques. Est-ce que c'est de nature à en fait répandre beaucoup plus des informations qui a priori que vous alliez chercher et qui désormais pourront être plus facilement accessibles par les usagers? Non, je dirais que je crains pas. Je pense que ça fait partie des évolutions qui sont assez incontournables. C'est vrai qu'on est dans un pays où c'était assez fermé, c'est en train de s'ouvrir, tant mieux. Alors là encore, c'est un peu ce qu'on évoquait à propos de la télévision, c'est-à-dire que vous avez une masse d'informations, et je peux vous dire, allez traiter cette information-là. Aux États-Unis, où les données sont beaucoup plus ouvertes, ils ont des journalistes qui sont spécialisés depuis des années, qui ne font que ça. C'est des rats de bibliothèque.
ils vont aller décortiquer dans les rapports les décisions de collectivité, et il y a quelques journalistes qui sont spécialisés là-dedans depuis des années, ils sortent des scandales. Il y a un truc comme ça qui s'est passé, tac, 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 ils relèvent, ils font les comptes, les budgets, les machins, les trucs. C'est un travail de fourmi. Donc ça permettra, et c'est très bien, c'est très démocratique, de contrôler un peu mieux et de voir un peu mieux ce que font les collectivités, qui sont pas très ouvertes. Hein. Moi, je suis quand même assez sidéré parfois de voir la rétention d'informations sur des informations qui normalement sont publiques de la part de collectivités. Je suis quand même très très surpris. C'est des décisions qui sont prises et on n'arrive pas à voir le détail du détail. C'est quand même l'argent du contribuable, mais je trouve qu'en France, c'est quand même vachement contrôlé. Donc moi, je suis au contraire très pour. Après, puis ça ouvre aussi à tous les citoyens. S'ils veulent aller voir un truc, tant mieux, très bien. Après, il faut le traiter, si vous voulez. C'est ça qui est le plus dur, traiter l'information. La hiérarchiser, la comprendre, l'analyser. C'est le métier du journaliste, quoi. Oui, alors moi je dois avoir 3 questions. Donc ça va peut-être conclure la soirée. Alors d'une part, je suis assez heureux d'avoir entendu parler de Vector Plus parce que c'est une boîte que j'ai eu l'occasion de soutenir quand j'étais à EDF. Elle a été soutenue par EDF à une époque où le dirigeant s'appelait Loïc Djergen, mais il a vendu depuis et effectivement c'est une très belle entreprise. Mais en même temps, ma question vient derrière, c'est-à-dire le désintérêt ou en tout cas la relative faible appétence de citoyens français par rapport à l'économie, elle est aussi dans le fait, me semble-t-il, que l'économie est beaucoup plus difficile à appréhender que dans un passé pas si lointain. Je veux dire, quand on était nantais, il y a 30 ans, on était fiers de la construction navale. On savait dire, voilà ce qui se fait à Nantes. On allait assister au lancement des bateaux. Oui, mais je veux dire, c'est juste pour rappeler que on savait identifier parce que l'entreprise, c'était de la production, de la matière, quelque part. Voilà. Aujourd'hui, comment rendre un Nantais fier de Vector Plus, qui est un leader européen vraisemblablement dans son secteur. Comment rendre un Nantais fier d'Eurofins? Et je découvre dans le journal des entreprises qu'Eurofins vient de déplacer son siège. Eurofins, qui est quand même né à Nantes, d'une technologie nantaise, qui est devenu un leader mondial, déplace son siège à Luxembourg, si j'ai bien lu. Mais c'est quoi Eurofins pour le citoyen? Comment expliquer ce qu'est une entreprise comme ça, qui en plus, enfin encore une fois, qui emploie 6 ou 8 000 personnes dans le monde, qui est leader mondial dans son créneau. Demain, Vivalis est peut-être un très grand de la pharmacie. Comment on explique ce que fait Vivalis? Alors ça, c'est un défi pour le journaliste, quelque part. Je pense et pour un territoire, effectivement. Et pour un territoire, parce que la fierté de ce qui se fait sur un territoire, je crois que c'est quelque chose d'important. C'est vrai que la difficulté, évoquer les chantiers navals, c'est vrai qu'on était probablement dans une économie qui était très différente, c'est-à-dire qu'on était sur des cycles longs, donc on pouvait implanter dans les esprits, dans la culture, le fait qu'à Nantes, on faisait ça. Des bateaux et des biscuits, etc. La difficulté de notre monde, c'est que Eurofins, je me souviens très bien, ils se sont vraiment lancés en bourse en 97, je revenais à Nantes. Et je me dis, ça c'est une boîte géniale, ça va certainement exploser. J'aurais mieux fait de rester actionnaire, j'étais actionnaire au tout début et je suis reparti trop vite, mais bon, bref. Mais la difficulté, c'est ça, c'est que la période est super courte, quoi. De 97 à maintenant, ils sont devenus leader mondial, ils font 8000 personnes, quoi. Et comment suivre ça? Comment arriver à ce que ça rentre dans les esprits? Et puis, il y a des trucs qui apparaissent, qui meurent. Vous avez, par exemple, ici à Nantes, Matériel.net, qui est une extraordinaire réussite du web en 5 ans. Ils font 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le type, il a créé ça, il avait à peu près 25 ans, il en a à peu près 30. C'est incroyable. Ça, c'est ce que le web permet. Mais c'est vrai que le temps qu'ils apparaissent, ils ne sont même pas repérables. Le grand public, en tout cas, n'a pas eu le temps de les repérer. Et c'est ça la difficulté. Alors après, effectivement, peut-être à la presse, y compris grand public, de montrer ses réussites
pour les faire connaître, quoi. C'est ce que fait un peu aussi Plain West, on en parlait tout à l'heure. Bon, il y a quand même des médias qui en parlent pour que les gens se reconnaissent là-dedans. Et c'est pas forcément facile, comme tu l'as dit. La deuxième question, elle porte sur la méfiance entre l'entreprise et la presse. C'est un peu une interrogation. C'est-à-dire, est-ce que quand vous allez dans une entreprise, vous sentez cette méfiance ou cette défiance? Est-ce que finalement, c'est pas une défiance plus globale? C'est-à-dire, défiance de l'entreprise elle-même vis-à-vis de ses salariés. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas aussi ça derrière? Défiance de l'entreprise vis-à-vis du monde qui l'environne, politique, décideurs. Moi, j'ai en tête un exemple d'une entreprise à Nantes que j'ai suivi beaucoup à une époque, qui était une entreprise, mais dont tout le monde se méfiait. C'est-à-dire qu'il y avait des conflits sociaux, il y avait des conflits avec le territoire, il y avait une défiance. Et un jour est arrivé un nouvel actionnaire et des nouveaux dirigeants qui ont réussi à recréer de la confiance. Et d'un seul coup, on voyait des syndicalistes s'exprimer positivement sur l'entreprise, des élus aller visiter le territoire, l'entreprise. Et donc, quand il y a une défiance comme ça, est-ce qu'il n'y a pas plus que simplement la méfiance du journaliste? Oui, mais je crois que tu as raison. Une boîte qui n'est pas à l'aise dans ses baskets, un dirigeant qui n'est pas à l'aise dans ses baskets parce que, je ne sais pas, il a quelque chose à cacher, évidemment, il ne va pas être très à l'aise ni avec les journalistes, ni avec son entourage, ses salariés, etc. C'est vrai que c'est un problème souvent assez global. Et effectivement, on voit des boîtes où le dirigeant... ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, mais le dirigeant est serein dans ses rapports avec les autres, avec ses salariés, avec ses syndicats, avec la presse, avec les élus. Enfin, je parlais d'une relation adulte avec l'entourage. Pour moi, c'est ça. Et il y a beaucoup de gens d'entreprise. Il y a aussi parfois le chef d'entreprise qui ne veut pas trop apparaître parce que la boîte gagne tellement d'argent qu'il ne faut surtout pas le dire à l'extérieur parce que ça risque, les clients risquent de se dire on vous paye trop cher. Bon, ça existe aussi. Alors notamment ceux qui sont en relation avec la grande distribution. La grande distribution repère tous les PME qui travaillent avec elle et ceux qui a priori gagnent trop d'argent, ils disent attendez, allez, moins 30% et puis ce sera comme ça. Donc ça existe. Hein. Bon. Mais ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas toujours une relation assez transparente et normale. Et pour moi, ça fait partie d'un bon état d'esprit global de communication, effectivement, en interne et en externe. Et la presse en fait partie. Ce n'est pas que avec la presse. Alors bon, c'est vrai qu'il y a ce que je disais tout à l'heure, mais on ne va pas revenir là-dessus. C'est vrai qu'il y a beaucoup de journalistes qui ont une mauvaise perception de l'entreprise pendant des années et qui, voilà, j'ai un chef d'entreprise qui me disait, qui était de Bretagne, je crois. Et oui, c'est ça, parce que c'était une zone où il y avait Ouest France et le Télégramme, je crois. Il dit, j'avais un conflit social, j'ai vu les journalistes arriver, les syndicats organisaient une conférence de presse, les journalistes sont venus à la conférence de presse, il y a un journal qui est venu me voir après, c'est le Télégramme. Ouest France n'est pas venu. Bon, un autre jour, ça aurait pu être l'inverse, c'est pas le problème. Mais le fait d'entendre une partie à un conflit et pas les deux, ça n'est pas journalistique en soi. Hein. Dans un conflit social, j'en ai des collationnés comme ça, des articles, où dans un conflit social, on ne laisse parler qu'une partie. Ça n'est pas normal journalistiquement. Ça n'est pas un bon travail journalistique. Voilà. Alors parfois, si la direction ne veut pas parler, c'est son problème. Mais au moins, on a essayé d'aller la voir. Voilà. Oui, alors pour terminer, c'est une question sur l'effet réseau, c'est-à-dire 19 éditions. Est-ce que vous traitez de sujets identiques de temps en temps? Enfin, voilà, comment le réseau oui, intervient effectivement, je l'ai pas dit ça, effectivement. En gros, chaque journal est composé à peu près de 70% d'informations locales et régionales et puis 30% d'informations nationales. Donc des dossiers nationaux sur le management, la gestion, etc., qui sont construits à Nantes et qui sont distribués à toutes les éditions. Et puis on a créé aussi une rubrique qui s'appelle Ça bouge en France, qui sont des remontées d'informations de chaque rédaction sur des initiatives d'entreprise. Et par ailleurs, parallèlement à ça, il y a énormément de relations
directement entre éditions. L'édition du Finistère envoie un papier parce qu'il y a une boîte du Finistère qui est en train d'en racheter une à Toulouse. Alors ça nous a fait quelques scoops parce que localement, ils ne sont pas au courant du tout. Et nous, on est au courant parce qu'on a un réseau de 40 journalistes sur le terrain, quoi. Alors ça marche très très fort, ça. Ils s'échangent beaucoup d'infos. Et puis évidemment, par exemple, ici en Pays de la Loire, on a une édition à Nantes, une édition en Maine-et-Loire et une édition dans la Sarthe. L'édition de Nantes, évidemment, envoie beaucoup d'informations régionales aux autres éditions. Voilà. Donc il y a beaucoup d'échanges d'édition à édition. Ouais. Alors, on va conclure, il est 20h. Moi, j'avais une dernière question pour prolonger sur ce qui est très à la mode en ce moment. On en a parlé un petit peu, l'ouverture des données publiques. C'est émergent en France. C'est déjà bien actif outre-Atlantique, par exemple. Et le chemin que prennent les personnes qui ont poussé à ce mouvement-là, une fois que les données publiques sont ouvertes, c'est de réclamer l'ouverture des données privées des entreprises. Est-ce que... alors, j'imagine assez facilement la réponse, mais c'est histoire de terminer en clin d'œil. Est-ce que vous pensez que le secteur de l'entrepreneuriat aujourd'hui est prêt à jouer le jeu de la transparence, l'ouverture des données aussi ? Tout dépend ce qu'on veut ouvrir, parce que de la même manière, les comptes, les conseils d'administration, imaginons une décision d'innovation. On est en train d'inventer le dernier ordinateur à la mode. On va évidemment pas divulguer tout ce qui est en train de se faire dans l'entreprise. Ou même une stratégie commerciale, même nous, on a parfois du mal à les obtenir parce que effectivement, c'est stratégique pour l'entreprise. Il faut surtout pas que les autres le sachent. Ou par exemple une décision de racheter une autre entreprise. Tout ce qui est projet, à mon avis, c'est impossible à être divulgué. Alors après, tout ce qui est RH, conseil d'administration. Peut-être. Alors, il y a déjà des systèmes d'information interne à l'entreprise qui existent quand même. Est-ce qu'on verra les conseils d'administration ? Je ne sais pas. Ça dépend du privé quand même. Autant on peut comprendre que la donnée publique, parce qu'elle dépend de nos impôts, et elle nous concerne tous, autant, et puis c'est la vie démocratique. Là, on n'est pas dans la vie démocratique, on est dans une entreprise privée. Alors, on peut comprendre qu'en interne, auprès des salariés, l'information circule mieux et davantage, certainement. De là à ce que ce soit révélé à l'extérieur, j'y crois pas beaucoup et je vois mal comment ça peut se faire. Alors, il y a déjà des systèmes pour les sociétés cotées où il y a une obligation d'information beaucoup plus importante que pour une société non cotée. Ce qui d'ailleurs nous pose des problèmes. Notre public, ce sont pour la plupart des entreprises non cotées et qui parfois déposent même pas leur compte. Alors que c'est obligatoire, bien évidemment, ils préfèrent payer l'amende plutôt que de déposer leur compte pour ne pas apparaître justement en public. Et parfois, ça c'est pour nous un mur pour le journaliste pour arriver à pénétrer dans l'info. Ça, c'est parfois un vrai problème. Et parfois, ça nous arrive de refuser de parler d'une entreprise parce que le chef d'entreprise ne veut pas dévoiler ses chiffres. C'est parfois un problème. Alors parfois, on arrive à contourner par les syndicats, par... les échos qu'on a à droite à gauche. C'est aussi le travail de réseau d'un journaliste d'arriver à contourner un peu la difficulté. Mais voilà, je pense qu'il y aura des limites quand même pour l'entreprise privée. Je pense que demain, si on vous demande de dévoiler tous vos comptes en banque sur la place publique, parce que c'est... Voilà. Je pense qu'il y a un moment où il faudra que ça... On ne peut pas tout dévoiler, quoi. Même si on est dans l'époque de Facebook et de tout dire, je pense que, il y aura des limites. Vincent Combeuil, merci beaucoup. Merci à vous de votre accueil et de votre écoute et de vos questions. A priori, je ne sais pas si ça a déjà été évoqué, mais on a l'habitude de solliciter chaque intervenant pour qu'il mette à disposition son support PowerPoint afin qu'il soit librement accessible à ceux qui auraient souhaité être parmi nous ce soir. Oui, il n'y a pas de problème. Sur notre site internet. Oui. Super, merci. Oui, pas de problème. Peut-être que je le remanie un peu, mais il n'y a pas de problème. Oui. Merci beaucoup. Je vous rappelle que la prochaine réunion traitera de la radio numérique terrestre, la RNT, la petite sœur de la TNT, qui devrait arriver en France prochainement et qui est déjà bien avancée en Loire-Atlantique. Merci.